Yes sir, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast, ici votre animateur Jerry. J'espère que ça va bien, j'espère que vous avez passé une excellente semaine tout le monde. Cette semaine au What's Up, qui qu'on reçoit? Nul autre que la légende vivante de la lutte au Québec. J'ai nommé Jacques Rougeau, fait qu'un gros merci à Jacques Rougeau d'être venu au What's Up. C'était encore une fois super le fun. Le gars, vous allez voir, c'est un fucking passionné de lutte, ok? Là. Vous allez voir, il ne vit que pour la lutte, ce monsieur-là. C'était vraiment cool de l'entendre parler. On a parlé beaucoup du début de sa carrière. On a parlé beaucoup de l'épisode qu'il a vécu quand il était allé à WWF. Hein, comment que ça se passe à l'extérieur du ring, dans les vestiaires. On a parlé de tout ça, plus plein d'autres sujets super passionnants. Entre autres, un de ses nouveaux projets qui s'en vient qui s'appelle Lutte Academy. Hein, chacun des gagnants va avoir 5000 $ en plus d'une ceinture de championnat, puis un try-out pour aller à la prestigieuse école Nightmare Factory. Ok, fait que bref, un gros merci à Jacques Rougeau d'être venu au What's Up Podcast, c'était vraiment le fun. Allez checker ses nouveaux projets qui s'en viennent, son podcast. Je pense que vous allez bien triper là-dessus. Ou sinon, juste avant que je vous laisse commencer le podcast, juste vous dire, si vous aimez le podcast, vous voulez que ça continue et vous voulez l'encourager, devenez membre au patreon.com/whatsuppodcast. Tout écrit ensemble, le lien il est dans la description. Il y a plein de forfaits, hein? Il y en a à 2-3 piastres, il y en a à 10, à 25, bref. Il y en a tous les forfaits pour vous autres, c'est pas grand chose pour moi, ça fait toute la différence, fait que allez vous abonner, il y a plein de podcasts déjà d'avance, vous n'avez pas besoin d'attendre qu'ils sortent en ordre chronologique. Et ou sinon, ouais, c'est ça, c'est pas mal ça que j'allais dire. Ou sinon, mon team WhatsApp de cette semaine. Un gros merci à mon team WhatsApp de cette semaine. Hein, j'ai nommé Alex Lavoie, Éloi Blanchard, Jérôme Arbault, Lonely Boy, le Louisiane Rochon-Baudouin, Steven Baudouin. Et on a notre nouveau loblo.ca. Ils font des super beaux sweatshirts puis plein de linge. Allez checker ça. Moi, ils m'en ont déjà donné 2. Et je les ai pas avec moi en ce moment. Mais ils sont crissement beaux. Allez checker ça. loblo.ca. Sinon, c'est ça, ceux qui veulent m'encourager, mais ils peuvent pas le faire de façon financière. C'est bien correct, il n'y a pas de stress avec ça. Tout support est super apprécié. Vous pouvez juste partager le podcast. Hein, faites des stories, taguez-moi dedans, ça va me faire plaisir de vous en repartager. Vous pouvez vous abonner à mon channel YouTube, hein, Jeralain, Jer de R, Alain de L. Et abonnez-vous, c'est ça, à ma chaîne YouTube. Cliquez sur la petite cloche. Comme ça, vous n'allez rien manquer. Ou sinon, il y a toujours mon compte Instagram, Jeralain, ma page Facebook, Jeralain. Ou sinon, si vous voulez me voir en spectacle, je suis le 11 et le 13 novembre. À Montréal, au bar Le Jockey, hein, je vais présenter mon spectacle pour la dernière fois. Hybride, qui est les meilleures blagues de mes 2 derniers shows mis en un. Fait que je pense que ça c'est pas mal dit. Les billets sont au jeralain.com, Jer de R, Alain de L. Sinon, sur ça, je vous souhaite une excellente semaine tout le monde. Merci d'écouter, merci de suivre. Un gros merci à Jacques Rougeau. Ou sinon, on se revoit la semaine prochaine. Peace out tout le monde. Fait que bonjour tout le monde, bienvenue au What's Up Podcast. Super content de recevoir mon invité Jacques Rougeau, ça va bien? Ben t'es bien fin, Jer, de m'avoir invité comme ça. J'ai bien hâte de voir comment ça va se passer aujourd'hui. Je suis super content hein, parce que toi, t'es une légende, mon gars. T'sais, on a tellement entendu parler de toi. Puis en plus, je vais te laisser présenter. T'as un nouveau projet qui s'en vient. Oui, puis je vais te laisser nous annoncer ça. Ben écoute, ça va être un genre de lutte académie. Ouais. Un genre de Star Academy, mais de lutte. Et puis, je vais recruter. Je suis déjà commencé. On a recruté beaucoup. J'ai déjà 20 personnages de recruter qui m'ont envoyé des vidéos puis tout ça. Okay. Fait que j'ai une adresse en passant. Si le monde veut l'envoyer puis veulent participer, c'est moi qui ai tri. T'as pas besoin d'être le meilleur lutteur au monde. Pourvu que tu aies un peu d'expérience dans l'arène, évidemment, une couple d'années. Puis, c'est ça. Vous allez pouvoir me rejoindre sur lutteacademy.ca. Vous allez pouvoir aller voir même voir les vidéos des autres qui ont déjà envoyé des affaires puis tout. Puis, mais ça brasse beaucoup, c'est le fun. Il y a beaucoup de positifs. Il y a beaucoup de choses qui sont incertaines encore. Parce que quand tu as un projet d'envergure de même, c'est Moses que ça prend beaucoup de
sais, il y en a qui pensent que tu lances un projet de même, puis OK, c'est fait. Ouais. Mais il y a beaucoup de politique, il y a Beaucoup d'organisation. Beaucoup d'organisation, puis il y a encore bien des affaires que j'ai même pas réglées encore. Tu sais, j'ai la logistique en gros, mais là, comment que ça va s'affronter, puis tout, là, on travaille là-dessus, tu sais, parce qu'il faut quand même qu'on arrive avec 12 émissions, tu sais, pour faire ça. Puis, c'est ça va être big, là, la façon que t'en parlais à mon booker, justement, le Phil. Là. Il me disait ça, que ça va être de quoi quand même gros, puis ça va être à la télé, c'est ça? Écoute, je peux pas te dévoiler ça tout de suite. Puis, non, c'est correct, mais oui, ça va être sur plein de plateformes, et puis oui, on travaille en ce moment à envisager d'évidemment mettre ça sur la télévision, mais j'ai tellement de partenaires de partout qui vont mettre ça sur leur plateforme, comme Hannibal. Je sais pas si tu connais Hannibal, Devin Nicholson. Ben, ça me dit quoi. Lui, il a 6 millions de vues. Fait que déjà là, ça va être ma plateforme, elle va être là. Mais j'ai pas fini parce que je donne pas d'exclusivité à personne. Aucune exclusivité. Il faut vraiment que ça soit un travail d'équipe. Le plus vu possible. Il faut que ça soit un travail d'équipe. Il faut que moi, je suis allé passer la fin de semaine au Saguenay la semaine passée. Je suis allé à Montréal au IWS, le gala qu'ils ont eu aussi cette semaine. Puis je vois du talent, c'est fou. Puis là, je reçois des appels, puis je reçois des emails. Genre, tu vas-tu venir voir notre show à Beauharnois? Ben oui, je vais être là le 25 à Beauharnois. Puis après ça, je m'en vais à Sorel aussi le 15, le 18. Fait que tout ça pour dire que je vais aller recruter le meilleur talent québécois. Puis ce qui est intéressant dans mon projet, il n'y aura pas de favoritisme. Il n'y aura pas de politique. Mes 3 fils, mes 3 rougeaux, si tu veux, ils sont pas dedans. Ah non? Puis moi non plus. Moi, je suis pas dedans. Moi, j'organise, puis tout ça. Fait qu'il n'y aura pas de rougeau, là. Autrement dit, il n'y aura pas, le boss, il a son fils ou ses amis. C'est pas ça du tout. Je suis vraiment là pour rehausser l'image de la lutte. Je suis là aussi pour populariser encore la lutte au Québec, puis prendre toutes les fédérations et les identifier pour que le monde sache, hey, je savais pas qu'il y avait une fédération là, je savais pas qu'il y avait Je veux vraiment donner un genre de boost à la lutte qui est ma passion depuis l'âge de 6 ans et j'en ai 61. Ouais, c'est ça. Tu veux-tu essayer de ramener ça un peu comme à l'époque que ça l'était? À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Non, mais à l'époque, quand ça a commencé, tu sais, parce qu'il y avait plein de petites fédérations tout partout, puis tout le monde... Puis tout le monde est en compétition. Ouais. Tu sais, c'est comme tout le monde dans ce temps-là, il y avait chacun leur organisation. Moi, je veux toutes les ramener ensemble. Moi, je demanderai aucune exclusivité à aucun lutteur qui continuent leur démarche dans chacune de leurs fédérations. Au contraire, je vais juste populariser leur fédération. Mais je vais aller chercher du talent. Puis je vais aller chercher du talent qui sont pas nécessairement des menuisiers. Qui rentrent avec une table, ben marteau. Puis moi, je vais aller chercher de la belle lutte. Oui, il va y avoir des coups de pied, puis oui, il va y avoir des coups de poing, quelque chose qu'il n'y avait pas dans mon spectacle familial pendant 20 ans. Là, j'ai ouvert mes esprits un peu, parce que moi aussi, quand j'ai commencé, c'était coup de pied, coup de poing, puis tout ça. Puis même à Abdoula, il y avait du sang dans ce temps-là, mais je vais amener un projet qui a pas de ça. Mais il va y avoir des femmes, par contre. Puis ça, c'est le fun, parce que moi, depuis 20 ans, je travaillais pas avec les femmes. C'était, dans le spectacle familial Jacques Rougeau, c'était pas de coup de pied, pas de coup de poing, pas de femmes, sans préjuger, mesdames, c'est juste que je voulais pas avoir de connotation sexuelle. J'aimais pas l'idée que les mains des personnes se ramassaient à des places, des fois, où ça pouvait porter à confusion dans la Quand c'était un gars contre une fille. Oui, puis tu sais, il y a des prises de lutte là, que tu te ramasses le nez, là, tu créerais pas. Puis tu sais, c'est comme, je voulais pas ça, moi, dans ma fédération. Mais là, je me suis ouvert les esprits. Il va y avoir 3 catégories. Il va y avoir une catégorie en équipe. Il va y avoir une catégorie en solo pour les gars, puis il va y avoir une catégorie en solo pour les femmes aussi. Fait qu'on va aller recruter la meilleure québécoise aussi. Et puis là, je travaille avec des gros projets pour amener ça aux États-Unis, les gagnants. Là. Ah ouais? Oui, mais je peux pas en dire plus que ça. T'as déjà un gros scoop quand je te dis ça. Ouais. Mais tout ça pour dire que j'aime pas parler avant que ça soit finalisé. Mais quand ça va être finalisé, tu vas voir que ça va être tellement intéressant pour les jeunes de Jonquière, pour les jeunes de Matane, pour les jeunes qui sont un peu plus loin de Gatineau, qui sont un peu plus en dehors du cercle de Montréal, puis tout ça, leur donner une opportunité de percer, là, puis de participer avec ça. Puis, écoute, tu serais surpris de voir le talent où que des fois, là, tu sortirais du talent extraordinaire que personne n'avait entendu parler parce que c'était tellement loin, puis le gars, il avait aucune idée de ses capacités, puis ou la fille, elle avait aucune idée comment est-ce qu'il était bon ou bonne. Puis avec mes coachs, parce qu'on va avoir des coachs dans notre projet, et puis des juges. Et puis ce qui va être le fun encore, beaucoup plus le fun que moi, je suis tellement content de mon projet, puis c'est pour ça que tout le monde est tellement, il y a un engouement qui se fait incroyable, c'est que il va y avoir 4 juges,
on va juger par évidemment tous les critères possibles. Tu sais, le costume, les entrevues, le charisme, le côté athlétique. On va avoir 4 catégories. Et les juges qui vont... Souvent, ça va être des juges invités, des artistes que je connais, que je vais faire venir, qui suivaient la lutte quand ils étaient jeunes. Ça, on va voter ça. Je vais être sur l'un des panneaux des juges, moi aussi. Tu vas-tu ramener des vieux lutteurs? Possiblement. Mais ce que je veux faire, c'est faire comprendre aux gens, c'est que nous, on va voter à 40% des votes. Et l'autre 60% des votes, le plus gros majoritaire, va être du monde, le public qui vont voter. Fait que c'est vraiment, vraiment, autrement dit, ce que je veux dire, je sais pas si c'est correct de dire ça ou non, mais tu vas avoir un lutteur qui est peut-être un peu moins bon que les autres, mais il va avoir 200 000 votes. Fait qu'il va passer. Comprends-tu? Il va passer. Mais vers la finale, c'est sûr que le talent va ressortir. Puis l'autre affaire qui... Mais parce qu'en même temps, la lutte, c'est un show. Là, absolument. C'est à quel point tu es capable de rejoindre ton public. Oui. Tu peux faire moins des belles flips, on peut dire, mais c'est une grosse dégaine, puis tu es capable d'aller chercher. Là, absolument. Puis c'est quoi l'autre point que je voulais dire aussi qui était intéressant? En tout cas, écoute, il y a tellement d'affaires dans ce projet-là, mais en jasant, ça va me revenir. Mais ça va est-ce que ça va ressembler à une genre de télé-réalité ou... Mais ça va ressembler plus à Star Academy. Ouais, c'est ça, tu sais. Ça va ressembler à ça. Une académie de lutte. Une académie de lutte. Ouais. Puis, mais moi, c'est quoi je voulais te dire donc à propos du 40% puis du 60% des votes des gens? Ah, c'est ça. Ça me revient. La manière que le processus que je veux monter ça. Et comme je te dis, les lignes, les fine lines sont pas faites encore, là. Mais on va avoir une belle chance. Les personnages, les lutteurs, ils vont avoir une belle chance, une belle opportunité de se montrer leur talent. Parce que moi, je recrute jusqu'au mois de décembre. Mais à partir du mois de décembre, aller jusqu'au mois de mars, je vais matcher les personnes ensemble pour leur premier combat. Puis tu sais, t'as jamais une deuxième chance de faire une première impression. Fait que moi, je vais m'arranger pour quand ils vont faire leur première impression, ils vont avoir eu mes coachs qui vont les aider, ils vont vraiment être bien encadrés. Moi, je vais avoir mon mot par-dessus ça en plus, voir si le produit est beau, est présentable et fini. Et à partir de là, ils vont avoir une première émission, si tu veux, une première rencontre des 40 personnages. Si on en a 40, on n'est même pas encore décidé si ça va être 60 ou 40, parce que ça rentre tellement. Comme je te dis, on en a une vingtaine déjà, on n'a même pas commencé à mettre la publicité pour qu'ils remplissent ça. Ça va être de leur donner une chance 3 mois qu'ils pratiquent ensemble. Comme ça, ils vont avoir une belle première impression. Mais après ça, là, ils vont peut-être avoir juste une semaine pour pratiquer avec un autre qu'on va piger au hasard. Fait que c'est là qu'on va voir le vrai talent, l'improvisation. On va voir les nerfs, c'était les nerfs solides. Puis, fait que ça va vraiment... C'est là qu'on va voir la crème commencer à sortir. Parce qu'il y en a du talent que tu peux rentrer dans un vestiaire un soir, ils vont parler 15, 20 minutes, 1 heure avec un gars, puis bang, ils sont capables de sortir un bon match. Mais pas tout le monde. C'est vraiment le talent, ceux qui sont le plus. Fait que la première apparition va être bien facile. On va leur donner un gros coup de main et qu'ils paraissent bien au début. Mais après ça, ça sera plus à tous les 4 mois qu'on voit, ça va être à tous les semaines. Alors, c'est là qu'on va voir le meilleur sortir. Puis même moi, je suis tellement excité de voir des bons talents qui vont craquer sous la pression. Puis ceux qui sont un peu moins bons, mais qui vont exploser. Tu sais, ça va être un beau projet, vraiment. Toi, tu sais c'est quoi, ça? Je connais ça un petit peu. Tu l'as vécu de l'intérieur pas mal. Là. Écoute, j'ai vécu pas mal tout ce qu'il y avait à vivre dans la lutte. Écoute, j'ai été là pendant 41 ans actif. Tu as été là dans des belles années de la lutte, là, tu sais. Les 2 belles années. Des années 80 pour la lutte au Québec. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Puis j'ai été là pour les belles années de la lutte aussi dans les années 86, 87, 88, 89 avec la WWF. Ouais, ça, tout partout dans le monde. J'ai connu les meilleures fédérations dans leur meilleur moment. J'ai participé. Avec le meilleur talent. Fait que c'est sûr que, tu sais, j'ai pas tout appris, mais on a appris un peu. Fait que, tu sais, ça va vraiment être explosif. On va avoir des entrevues. On va avoir durant la semaine même qu'on va aller capter ceux qui s'entraînent. Ils ont juste une semaine. Mais on va aller teaser le monde pendant la semaine. Tu sais, ben c'est ça qui se passe là. C'est un beau projet, ça. Quand t'as eu cette idée-là? Y a-tu quelqu'un qui t'a approché? Non, j'ai eu cette idée-là. J'avais pensé il y a une couple d'années quand c'était à l'Académie, mais ça avait tombé à l'eau mon projet, puis j'étais trop occupé. Puis j'étais pas fondé, j'étais pas rendu là. Mais dernièrement, moi, ça fait 2 ans que je fais des podcasts, un peu comme toi. C'est ça ton podcast. Oui, podcast Rougeau, Père et Fils. Puis je reçois des artistes, des invités. Puis à un moment donné, j'étais assis avec Marie-Hélène Thibert. Puis elle commence à me parler de Star Academy, puis tout ça. Puis là, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé, on dirait que
c'est comme j'ai enregistré. Ouais. Hey, pourquoi qu'on ferait pas de la lutte? Puis je n'ai même pas parlé sur mon podcast, mais quand on a parlé de ça, c'est de là, à partir de là, parce que Marie-Hélène Thibert est assise dans mon podcast, là. Elle a toute une voix, elle. Je te dis qu'elle a toute une voix, puis elle a chanté dans mon tiki, là. Puis quand elle a chanté, là, elle s'est mis comme elle s'est exposée, parce qu'elle avait pas elle avait pas des sons pour améliorer le son, elle avait pas une reprise ou quelque chose. C'était spontané, là. Elle est arrivée, bang, elle a sorti ça, puis mes plumes de mon tiki ont commencé à monter, puis j'étais tout épanoui, puis là, c'est là que j'ai eu l'idée. Puis à partir de là, je me suis dit, Star Academy, elle devait être bonne à la Star Academy. Puis là, j'ai demandé un moment dans le podcast, tu vas-tu coacher, toi, dans les nouveaux Star Academy? Tu sais, vu que elle a dit, j'aimerais bien ça. Puis on a parlé de ça pendant un bout. Puis c'est là que l'idée s'est concrétisée. Puis c'est devenu, tu sais, souvent dans la vie, c'est le timing. Mm-hmm. Puis là, je suis en plein dans un temps où c'est à cause du COVID, puis à cause de tout. Puis tu sais, tout au ralenti. Ouais, tout est sur pause. Fait que tout, comme on a eu le temps un peu de réfléchir. Oui, puis de voir les accomplissements de passé, puis les plans futurs, puis tout qu'est-ce que tu veux. On dirait qu'on a eu le temps pendant ces 2 ans-là pour valoriser à quoi on tient dans la vie, puis à quoi on tient pas. Puis moi, ça a été tellement difficile il y a 3 ans. Quand j'ai fait mon dernier combat au Parc Jory avec mes 3 fils en équipe, j'avais fait ce combat-là, comme mon père avait fait il y avait 30 ans. Mon père avait fait son dernier combat aussi, mais avec Raymond, Armand puis Jacques, ses 3 fils. Puis moi, j'ai fait mon dernier combat avec mes 3 fils. Parce que mes 3 fils m'avaient demandé, ils disaient, on était cœur de la lutte. On est tannés. On est tannés de s'entraîner tous les fins de semaine pendant que nos chums, ils jouent au NHL hockey. Puis, ils m'ont donné tellement de temps. Ils m'ont donné tellement de temps, mes enfants. Fait que, puis je me suis aperçu dans ce monde-là que dans notre monde d'aujourd'hui, c'est que tout ce qu'on vivait là, c'était mes rêves. C'était pas les rêves de mes enfants. Fait que là, j'ai accepté. J'ai fait un deuil. J'ai reculé. Fait que ça a été quand même dur à accepter ça. Surtout venant de la... Dieu, mais c'est ma vie. L'héritage des Rougeaux. Je sonnais 15 ans de la famille Rougeau, puis je voulais me rendre au centenaire comme le Canadien. C'était mon objectif, de rendre au centenaire avant de mourir. Fêter les 100 ans de la famille Rougeau dans le monde de la lutte. Fait qu'ils m'ont assommé quand ils ont lâché. J'ai fait un deuil pendant une couple d'années. Mais tu sais quoi? Quand tu as une passion qui vit dans tes veines, puis qui vit dans ta colonne vertébrale, puis toute ta vie est basée là-dessus, toutes tes références dans la vie de d'autres choses, tu le réfères à la lutte. Tu sais, c'est moi ma base, it's my rock. La lutte, c'est my rock. Puis, fait que ma passion est revenue. Puis là, je me suis dit, mais là, j'ai donné ma parole que je ne dirais plus, mes enfants luttent plus, ont lâché, mais ça m'empêche pas d'aider les autres, par exemple, qui veulent réussir. Il y en a là, qui en veulent des conseils du Rougeau. Là. Ben, je pense que je suis bien placé pour en aider une couple, en tout cas. Fait que c'est tout ça, c'est la passion. Ça a dû pas être facile non plus pour tes fils de te le dire, ça? Je pense que non. Écoute, on se comptera pas des histoires. Le monde, c'est pas des fous. Il y a quelque chose qui s'est brisé avec mes fils. Parce que, comme tu dis, les autres voulaient pas me faire de la peine. Puis moi, je voulais pas lâcher. Puis moi, j'étais déçu. Puis les autres étaient contents. Puis... Fait que c'est sûr qu'il y a un détachement qui s'est fait depuis ce temps-là. Parce que quand on se rend compte, il faut pas parler de lutte. Fait que là... C'est le fameux, à table, on parle pas de politique ou de lutte. Mais c'était comme ça. Dans toutes les familles, tu sais, t'as des accrochages de même ou des différences. Mais moi, en les respectant leurs vœux... Je me suis travaillé sur moi-même. J'ai beaucoup travaillé parce que moi, il n'y a pas une phrase qui sort pas sans dire le mot lutte dans ma vie. Fait qu'il a fallu que je travaille beaucoup sur moi. Puis il a fallu que je prenne de la distance aussi avec mes émotions en dedans de moi, que je vis toujours avec la manière qu'il faut que je les approche, mes enfants. Tu sais, c'est vraiment spécial qu'est-ce que dont on parle là. Tu pourras jamais le comprendre jusqu'à quel point, mais je sais que t'en comprends un petit bout. Tu sais qu'il y a des choses qui sont pas dites. Il y a des émotions qui passent. On deal avec, mais on n'en parle pas. Parce que c'est pas politiquement correct ou c'est pas... Ou la tension peut monter. Quelque chose comme ça. Fait qu'avec le respect, on va loin, par exemple. C'est ça, exactement. Avec le temps aussi, je pense que ça va mûrir. Tu sais, on va revenir proche comme on était. Mais là, on a un mur entre nous autres, puis ils ont peur que je revienne avec la lutte, puis ils ont peur que je leur demande encore. Le pain lâche pas, là. Mais moi, je veux leur faire comprendre, c'est fini, boy, je vous respecte. J'ai compris le message. Mais c'est ça, mais c'est parce que tu viens d'une famille, c'est ça que la dynastie des Rougeaux dans la lutte, même ça, ton oncle Johnny Rougeau, que j'ai appris que il a été le bras droit à René Lévesque. Le bras droit, mais aussi son garde du corps quasiment, parce que quand le monde allait voter, il avait besoin des gros bras
C'est quand même fou, ça. Je savais pas ça. Je connaissais pas cette histoire-là. Écoute, j'ai une petite anecdote, faut que je te compte. Ouais. Je la compte une fois de temps en temps. Ça fait longtemps que je l'ai pas compté, mais ça me fait toujours rire au bout. Moi, j'arrivais d'Atlanta en 1983, 1984, puis il y avait des élections dans ces temps-là, je pense, avec René Lévesque, puis mon oncle Jean, puis était beaucoup, comme tu dis, impliqué avec René. Mais mon père, c'était toujours le gars qui était dans l'ombre un peu. Lui, il s'embarquait pas dans la politique, tu sais. Puis à un moment donné, je sais pas qu'est-ce qui était arrivé, je me souviens plus, ça fait trop longtemps, mais mon oncle Jean avait pas de lift pour se ramasser sur la Rive-Sud. Fait qu'il avait demandé à mon père, il dit, ramasse-moi donc. Tu sais, il dit à Montréal, puis on s'en allait sur la Rive-Sud à Longueuil pour les pôles ou quelque chose. Il s'en allait marcher, peut-être, je me souviens même plus. C'était dans le temps des élections. Puis moi, j'arrivais d'Atlanta en 83. Puis dans le monde que j'étais là-bas, c'était... Ben moi, je me tenais beaucoup avec les Noirs, parce que Atlanta, quand t'étais à Atlanta, c'était juste ça, des Noirs, tu sais. Oui. Mais j'ai pogné des plis d'eux autres, tu sais, puis comme mon duster que j'avais du poil dans rien de mon miroir, puis j'avais du poil au plafond, puis j'avais... Okay. Puis quand il a appelé mon père pour avoir un lift pour aller sur la Rive-Sud avec petit poil, l'évêque, c'est pas mon père qui l'a ramassé, c'est moi qui l'ai ramassé avec le char. Okay. Mais mon père, il a pas pensé plus loin que son nez, je sais pas ou quoi. Fait que quand je suis arrivé sur une place à Montréal, là, il est sorti des gros buildings, là, ça ressemblait quasiment à une église. Mais il descendait les marches, puis là, mon oncle Jean s'approchait, puis il voyait les poils sortir or. Mon duster était bleu, mais j'avais des poils gold partout dans le char. Des gros mags. J'avais le spoiler en avant sur mon hood. J'étais vraiment fait des lumières dans le plancher. Un vrai char, là, tu sais, comme ça se passait là-bas, si tu veux. Ouais. Puis embarqué pareil. Mais là, écoute, c'est la première fois que je voyais petit poil avec des cheveux. Il était assis dans le char. René Lévesque était assis dans le char, puis il y avait des poils dans mon plafond. T'es comme moi, j'oublierai jamais ce moment-là dans ma vie, parce que mon père était... Il s'est tellement fait ramasser par mon oncle. Ah ouais? Oui. Après, comme Chris Jacques. Ah ouais? Faisait un taxi. Mais c'est des moments cocasses que, tu sais, on se rappelle souvent parce que... Mais ça jouait rough dans ce temps-là, c'était ça? Ouais, mais mon oncle Jean était un vrai diplôme. Il était aimé par tout le monde, mon oncle Jean. Et d'ailleurs, c'est pour ça que René Lévesque s'est associé avec. C'était le descendant d'Yvon Robert. Là. Exactement. Il faisait donner le flambeau. C'est quelqu'un qui avait dit à René Lévesque, quand ça a commencé, toute cette aventure-là avec mon oncle Jean, il avait demandé à René Lévesque, je me souviens plus c'était qui la personne. Il avait dit, tu connais-tu Johnny Rougeau? Puis là, il a dit, non, mais tu devrais le connaître, puis tu devrais le mettre à tes côtés, parce qu'il dit, Johnny Rougeau, il est aimé par tout le monde. Mm-hmm. Puis là, ça a commencé de même, puis ils ont eu une relation comme ça. Mais tu sais, mon oncle Jean, il était beaucoup plus que ça. Mon oncle Jean, il était président de la Ligue junior majeure du Québec. Tu sais, de la Ligue au complet. Là. Puis mon oncle Jean, avant ça, il y avait le National de Laval, là, où Mike Bossy a commencé sa carrière. C'était avec mon oncle Jean. Moi, j'étais waterboy en arrière, puis il a même fait couper les cheveux à Mike Bossy. Cool. Il était en maudit, je me souviens. Puis Robert Sauvé, le gardien de but, puis tu sais, il y a beaucoup de monde dans la Ligue junior majeure du Québec, mais quand il y a eu son équipe au Centre Paul Sauvé, on parle dans les années 70, c'est le National de Rosemont. Hey, on recule loin, moi j'étais petit cul, je devais avoir 4-5 ans, 6 ans, je sais pas trop, mais après ça, il est allé au National de Laval, après ça, il est devenu président. Aujourd'hui, il y a des arénas à Saint-Basile-le-Grand, juste même ici à Montréal, tu t'en vas, il y a une aréna de Johnny Rougeau, il y a des parcs Jean Rougeau. Mon oncle Jean, ça a été vraiment un gars qui a été apprécié par la communauté. Puis que c'est ça qui a marqué l'histoire du Québec. Et des Rougeaux dans la lutte. Ben ouais. Et des Rougeaux, parce que... Puis il y a beaucoup de monde qui ne savent pas, hein, mais mon oncle Jean est arrivé à côté de... On parlait tout à l'heure d'Yvon Robert, puis de ces grands-là. Mais j'avais mon grand-oncle, que personne connaît beaucoup, à moins que ce soit un amateur de lutte du Centre Paul Sauvé dans le temps, ou du Forum, mais Eddie Auger. Eddie Auger, là, juste pour vous situer, c'est l'oncle de mon père puis de Johnny, parce que Johnny, c'est des frères, puis mon oncle Eddie, mon grand-oncle Eddie, lui, c'était le frère de Albino Auger. Albino Auger, c'était la mère de Johnny puis Jacques Rougeau. Fait qu'Albino Auger avait un frère qui faisait de la lutte, qui s'appelait Eddie Auger. Puis c'est mon grand-oncle Eddie qui a commencé à amener mon père à la lutte un petit peu, puis il a parti, puis mon oncle Jean. Fait que après, ça a été mon père, puis mon oncle. Après, ça a été moi, Raymond puis Armand, puis après, ça a été mes fils. Fait qu'on est 4 générations. Mais ça a commencé par mon grand-oncle Eddie Auger, qui avait une boucherie sur la rue Saint-Hubert, puis que, tu sais, c'était un gars... Le cœur plus gros que je te le dis, le King Kong Bundy. il était fou. Moi, il venait chez nous, mon grand-oncle Eddie Auger, là.
Puis j'avais tellement de fun parce que quand il venait chez nous, il stationnait sa voiture en bas de la côte chez nous, puis il me demandait de laver son char, puis il me donnait une pièce. Non, ouais. Hey, dans mon ce père, temps-là. écoute-moi une pièce. T'en avais des hot dogs, des chips, puis de la liqueur pour une pièce. Ah ouais. Là, tu sais. T'as lavé ton hostie de char. Ouais. Puis après ça, quand on plongeait dans la piscine, on allait se baigner dans la piscine, il pitchait des 5 cents, puis des 10 cents. Mais moi, j'étais le plus jeune de la gang, j'allais pas dans le creux encore. Là, tu sais, j'avais de la misère un peu, mais il me gâtait à sa façon. Tu sais. Fait que c'était un homme avec un cœur. N'importe qui a connu ADOG, il va vous le dire qu'il n'a jamais été riche parce qu'il a eu un cœur trop gros, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça, toi, t'es rentré dans... C'est ça, la passion, ça a-tu été... ça a été quasiment inné, toi, parce que t'es né là-dedans? J'ai été lancé là-dedans un peu. Ou tu sentais c'est ton père qui voulait te pousser? Mais moi, demande-moi pas comment ça arrive. Je sais pas pourquoi c'est comme ça, mais on dirait que le troisième garçon de la famille, le dernier garçon photo, qui se bat plus fort que les autres qui étaient là avant pour se faire remarquer. C'est peut-être ça qui m'a fait passer. Moi, j'étais showman au bout. J'étais très, très jeune, puis j'avais déjà le don d'être showman, de vouloir faire le show pour le monde. J'avais 7-8 ans, là, puis je prenais un drap, je me le mettais sur la tête, tu sais, je me le coupais, là, puis le drap tombait en arrière, avec un bandeau ici, puis je faisais mon abdoula, là, puis de chic, puis je les imitais autour de la piscine. Mais je les imitais tellement bien que le monde était là... Il me capotait parce qu'il voyait comment je... Puis j'ai commencé ça jeune. Même que maman... Puis t'es voyais s'entraîner aussi. Ben, j'ai voyais beaucoup au Centre Paul Sauvé dans le jour. Puis j'ai voyé le dimanche soir que le monde ne savait pas. C'est ça, autrement il venait chez vous. Aussi. Oui, parce que le lundi soir, c'était le Centre Paul Sauvé. C'était religieusement, au coin de P9 puis Beaubien. Avant, il y avait le Centre sportif Paul Sauvé qui était là. Je sais pas si tu as connu ça, tu as déjà entendu parler. Mais non. C'est des blocs appartements qu'il y a là à cette heure. Mais c'était la place religieusement que le lundi soir, tous les Québécois, ça venait de partout puis ça allait au Centre Paul Sauvé le lundi soir. Mais dans ce temps-là, c'était le journal Montréal Matin. Et puis, le dimanche soir, mon père faisait toujours venir un lutteur à Saint-Sulpice. Puis on restait à Saint-Sulpice, après Repentigny. Ouais, on restait à Saint-Sulpice, mais le dimanche soir, il faisait venir soit Abdullah ou Joe Leduc qui luttait contre mon père ou quelque chose. C'est des gros noms, ça, de l'époque. Parce qu'il prenait des photos le dimanche soir, face à face, tu veux, comme ils font en boxe. Puis là, le lundi matin, ça sortait dans le Montréal Matin pour le lundi soir, pour le show. Fait que tout le monde fidèle là-dessus. Mais moi, quand il venait chez nous, il était fin avec moi, les lutteurs. Tu sais, ça m'a pris du temps à comprendre un peu. Moi, je pensais que c'était business. Tu sais, je savais pas que la lutte arrangeait à l'âge de 12 ans. Tu sais, mais je voyais ça se passer. Mais je voyais qu'il était fin. Puis il était fin avec moi. Tu sais, quand j'étais à l'entour, il voyait que j'aimais la lutte au bout. Puis moi, mon gros thrill là-dedans, c'est il prenait une photo, puis souvent, j'allais me sacrer la tête entre les jambes à mon père. Tu sais, juste en cachette, en arrière ou quelque chose pour être dans la photo. Puis le lendemain matin, dans l'école de l'autobus, moi, j'étais là, j'ai dit, hey, avez-vous la photo un matin dans le Montréal Matin? Ben oui, on sait que ton père lutte contre Abdou. Non, avez-vous vu entre ses jambes? À mon père. Puis là, c'était moi qui étais là. Mais tu sais, j'étais vraiment photo, comment c'est ça? Kid Kodak? Kid Kodak. Oui, c'était dans moi. Je pense pas qu'on l'acquiert. Ça, je pense qu'on vient au monde avec ça. Quelqu'un qui a du charisme ou quelqu'un qui est gêné ou quelqu'un qui est outgoing. Tu viens au monde avec ça. C'est soit que il y a des personnes qui peuvent changer, qui peuvent être très réservées, puis après des cours, puis des leçons qui peuvent devenir meilleures. Mais quand t'es jeune, c'est naturel. C'est t'es gêné ou ben t'es pas gêné pantoute, ou tu devrais être un petit peu plus gêné que moi, tu devrais avoir un peu plus de retenue, ça c'est à moi. Puis toi, ça, t'as commencé, comment t'as commencé ta carrière justement? Parce que je disais que t'avais été à Calgary, t'avais fait... j'ai commencé avant avec ton une petite fédération ici, là, tu sais, devant 50 personnes, 25 personnes. Plus amateur. Dans le champ, là, tu sais, vraiment des places, là, pour commencer. Mais quand... Ça ressemblait à quoi ton premier show? Je suis curieux, de voir. Un danseur de claquettes, mettons. Non. J'étais nerveux. C'est ça que tu veux dire? Non, ton premier show de lutte, ça ressemblait à quoi? Tu sais, t'étais-tu bien stressé? Ben, ça, je veux dire, j'étais nerveux, j'étais pas capable d'attacher mes bottes. J'étais pas capable d'attacher mes bottes dans le vestiaire. Ça, je te dis, j'étais stressé, j'étais shaké au bout, là. Ça a commencé de même. Mais quand j'ai fait une couple de fédération comme ça ici, je suis même allé au Loisir Saint-Jean-Baptiste à Montréal, puis c'est Pat Girard qui aidait les jeunes comme ça. Et puis, j'étais allé avec Louis Laurence dans le temps. J'essaie de me rappeler une couple de gars, là, Seigneur les noms, ça me part. La
Araignée qui était là. Il y avait Black Diamond, Méo Tremblay, que lui, j'ai eu mon premier combat professionnel, que j'appelle professionnel, et c'était à l'Auditorium de Verdun. Et c'était vraiment dans un premier show de lutte. Puis Black Diamond, c'était Georges Guimont, son nom, puis il était souvent sur Georges les Babines à Guimont. En tout cas, c'était vraiment des noms locaux. Mais il était venu pratiquer pendant comme 2 semaines chez nous dans la grange. Mon père avait monté une arène. Mais quand c'est arrivé, j'avais fait ça, j'ai commencé en 77. Puis pas longtemps après, moi, j'avais déjà le gabarit d'avoir suivi la lutte depuis 12 ans. Là, quand j'étais plus jeune, 5 dedans. Fait que je l'avais l'affaire. Fait que moi, j'étais pressé de partir, puis de commencer, puis de remonter. Fait que mon père m'avait dit à moi, j'avais dit à mon père, j'avais dit, j'avais appelé Stu Hart, le père de Bret Hart, à Calgary. Puis mon père, à l'insu de mon père, je l'avais appelé, puis je m'avais présenté Mr. Hart. This is Jimmy Rougeau. C'était Jimmy, mon nom. This is Jimmy Rougeau. I'm Jacques Rougeau's son in Montreal. Oh yeah, oh yeah! Ben, la réputation de mon père, fait que je vivais sa réputation de mon père puis mon oncle, les Rougeau. Puis j'aimerais ça travailler pour vous. Il m'a fait, il dit, viens-t'en. Il dit, viens-t'en, puis je vais t'essayer. Fait que moi, j'avais demandé à mon père, j'ai dit, ben, père, je vais partir à la. Il dit, ben, voyons donc, tu payes 165 livres. Et il dit, t'es pas prête, là. Il dit, mon surnom, moi, quand j'étais jeune, c'était Bones. Il m'appelait les os, le Tacados. Oh, ouais. Puis, fait que là, j'étais là, puis il voulait pas mon père. Fait que j'avais été voir ma mère en cachette. Ah ouais, c'est ça qu'ils font, le monde. Puis j'avais été voir ma mère en cachette, puis j'avais dit, passe-moi 500$, parce qu'il faut que je paye mon billet d'avion, puis ma première semaine là-bas. Après ça, on des payes, puis je te promets, maman, on va te remettre mon argent. Ça va prendre peut-être du temps parce que je t'ai juste payé 250$ par semaine. Puis il fallait que je paye ma transportation, puis il fallait que je paye mes repas, puis mon hôtel. Tout. Fait qu'il me restait 25$ par semaine, admettons, là, que j'envoyais à ma mère. Puis ça m'a pris une affaire comme, je sais pas, 3 mois, j'ai remis 500$ à ma mère. Ta mère a voulu. Ma mère, c'est grâce à elle que je suis parti. Puis après ça, j'étais allé à Calgary. Puis là, je suis revenu après mon séjour à Calgary. Puis pas longtemps, parce qu'après ça, Louis Laurence, le fermier Laurence, c'était un lutteur local aussi dans le temps. Lui, il m'avait plugué avec le Mexique. Il avait été le tout au Mexique. Ouais, c'est ça, parce que le Mexique puis le Tennessee, t'es allé aussi. Ouais, je suis allé bien. Mais j'ai commencé au Mexique. Mais écoute, en 78, aller au Mexique, là, quand t'as 18 ans, là, puis tu parles pas la langue. Puis tu voyages dans les autobus avec les Mexicains qui ont 30-40 ans, qui ont une bière après le show dans l'autobus. Tu veux pas. Ça a été une expérience très difficile parce que ça parlait pas anglais du tout. Moi, j'étais basé à Mexico City et non à Acapulco avec des bananes puis des drinks à la plage, touristique. Moi, c'était vraiment dans industriel. J'étais à Mexico City. Puis tout le monde, quand on voyageait dans ce bus à journée longue, des fois, j'avais un mot par jour des gars. De, ah, Roro, comment c'était, Roro? Roro, c'était mon nom. Roro, comment c'était, Roro? Bien. C'était tout ce que j'avais comme conversation. Tu étais à quel âge, dans 20 18 ans. Ah, 18. Oui, j'étais jeune. Ça, t'as pas peur, hein? Puis après ça, c'est ça. Fait que j'ai appris, je me suis débrouillé là-bas. Tu sais, j'arrivais au restaurant, puis j'étais frustré parce que tout était en espagnol. Puis j'étais là, tu sais, j'ai faim. La comida, c'est la comida. Là, j'étais là. Puis là, j'étais là, Fait que là, elle me disait, no me gusta. Là, j'étais là, no me gusta. Et là, j'ai appris. Puis là, me gusta, c'est j'aime, tu sais. Mais je me suis débrouillé de même. J'ai commencé à apprendre les mots, dormir, fatigué, puis juste des petits mots de même, puis je restais là 2 mois. Mais tabarnouche que je venais manger une bonne. Moi, je me souviens, après 2 mois, là, puis mon père m'avait dit encore une fois, va pas au Mexique. Mon père m'a dit, va pas au Mexique. Et tu vois, tu vas m'arracher, mon gars. Mais ma petite tête de cochon voulait prouver à mon père que j'étais capable. Fait que là, je suis parti au Mexique. Puis 2 mois après, c'était pas comme aujourd'hui, là. Il fallait que, où est-ce que je restais, il appelle l'opératrice là-bas, l'opératrice appelle les États-Unis appellent le Canada. Tu sais, c'était les téléphones, c'était pas comme aujourd'hui. Puis finalement, après 2 mois, j'avais pas parlé à personne pendant 2 mois. Puis j'étais rendu triste. J'étais rendu triste. Je m'ennuyais. C'était fou comment je m'ennuyais. Puis je chantais la haine avec des... Tu sais, quand t'es pas dans le même pays, là, tu sais, puis t'es pas... T'étais un étranger. Je chantais que j'étais un étranger. Puis moi, pendant que j'étais dans la tournée, faut toujours mettre en contexte les gens que pendant que moi j'étais là, il y avait un des leurs qui l'était pas. Fait que si le seul que j'ai pris la place c'était chum avec tous les boys, mais les boys essayaient de me casser puis de me craquer pour que leur chum y revienne. Si je lâche, il y a beaucoup d'ingrats dans le monde de la lutte, c'était comme ça. Puis après, je me souviens, en tout cas, longue histoire courte, 2 mois après, j'ai réussi à appeler ma mère.
J'avais assez d'argent pour appeler ma mère. Puis je faisais pas d'argent. Je faisais vraiment pas d'argent. Mais j'apprenais. Puis j'ai appelé ma mère. Puis quand on a réussi finalement à rejoindre ma mère à Saint-Sulpice, qui a répondu au téléphone, je me suis mis à pleurer. Ma mère était là, « Hello? » Puis là, j'étais pas capable de parler. Puis là, j'essayais de parler. J'étais simplement pas capable de parler. Puis là, « Jimmy? Is it you? » « Yeah, Mom, it's me. » Puis là, mais j'oublierai jamais. Puis il y a une chanson qui est sortie de là. C'était tout en espagnol, sauf une chanson que j'entendais à la radio tout le temps. « Alone again, naturally. In a little while from now, if I'm not feeling any less sour. » Tu connais la chanson-là? Je sais pas si tu la connais. Ah non! Alone Again. En tout cas, tout le monde va sur Internet, voit Alone Again. C'est tout seul encore. Ouais. Mais je vivais dans cette affaire-là. Mais qu'est-ce qui a été bon pour moi? C'est quand je suis finalement parti de là 2 mois après, j'étais plus capable. Je me suis revenu à la maison, j'ai recommencé à lutter au Centre Paul Sauvé. Mais là, le gars, il se penchait pour me faire un backdrop. Mettons, on a un déhanchement, une passe où ce que je revole, là, tu sais, le cours des câbles, puis là, tu te penches, puis il se couche sur le dos, puis tu le pitches. Ouais. Ben, moi, je me revirais de bord, puis je faisais une culbute par en arrière sur son dos. Fait que t'avais comme un pas de plus que... j'avais tout appris des passes mexicaines, parce que là, les Mexicains, il faut que tu comprennes que quand t'es au Mexique, que ce soit en équipe ou... C'est complètement différent, là. En équipe, les gars qui sont dans l'arène, mettons, tu fais une passe avec un gars, le gars, quand il finit sa passe, il roule en dehors de l'arène. Moi, je suis là dans le coin, puis... Ouais, tag-moi pour que je rentre. Mais là-bas, il n'y a pas de tag. Fait que, tu sais, c'était comme le mec que le gars sortait, puis j'oubliais tout. Ah, il faut que je rentre. Tu sais, fait que aussitôt que le gars, il est out. Le gars, il comme au hockey, là. Oui, même chose, mais t'as pas besoin de faire le tag. Moi, j'avais tellement été bon. Puis je me faisais donner de la merde dans le bros quand je sortais à la fin. Arrête de mettre ta main de main. Je le sais, je m'excuse, c'est l'instinct. Tu veux pas faire chier personne. Ben non, mais j'ai appris beaucoup de côté athlétique avec les Mexicains. Parce que les autres, là, c'était pas gros, les gars. Les gars étaient... Moi, j'étais un gros gars à 190 livres. Ben ouais. Mais... T'es grand. Mais c'était tout basé sur l'acrobatie. Et c'était tout basé aussi sur... Autrement dit, là-bas, là, le gars qui donnait à savate à un gars, là, ben, le gars qui a mangé à savate, il se pouvait être assommé, il était debout avant que le gars qui avait donné à savate. Tu sais, il vendait pas le produit, il répondait pas, il y avait pas de response. C'était plus un concours de vitesse. Puis il faut que je t'explique aussi qu'au Mexique, c'était très difficile à cause de l'altitude. C'est très haut. C'est un peu comme Salt Lake City aux États-Unis ou à Denver. Quand tu t'en vas travailler à des places comme les joueurs d'hockey, quand ils vont là, ils aiment pas bien ça, là, parce que il manque d'air. Ouais. Il manque d'air. Ils sont trop dans les montagnes. Mais oui, puis c'était dur pour moi. Ça a été quelque chose qui était très difficile aussi de s'adapter. Mais quand je suis revenu, c'est là que j'ai vraiment décollé ici au Québec, parce que le monde a vu, d'un, que j'ai fait des sacrifices pour aller ailleurs, mais de deux, que je m'avais beaucoup amélioré. Fait que ton nom, il a pas monté à cause de ton père, il était Jacques Rougeau. Non, les portes se sont ouvertes parce que mon père était Jacques Rougeau puis Johnny Rougeau, mon oncle. Mais il fallait quand même que tu montes tes preuves. Mais oui, parce que c'était ça l'idée, c'est on va lui donner une chance. Mais partout où j'allais, je cogne sur du bois, partout où j'allais, il voulait me garder puis il m'aimait. Fait qu'il fallait que je fasse la job. Parce que t'avais le cœur au travail. C'était un petit peu comme tout le monde, oui, puis au gym, puis tout, mais c'était un peu comme tout le monde, que tu ouvres des portes dans n'importe quelle discipline aujourd'hui, n'importe quelle compagnie, tu peux ouvrir la porte à ton fils. Mais si le fils travaille pas comme le père travaillait, il va se faire tasser. Parce que c'est vraiment, tu sais, il faut que tu te produis, là. C'est bien beau que tu aies des portes ouvertes. C'est pour ça que des fois, il y en a qui disaient « Ah, t'es chanceux. » Oui, je suis chanceux, mais je suis aussi désavantagé parce qu'ils ont des attentes. Ouais. Fait que moi, si je rentre en arrière d'un Rougeau, je suis le dernier des Rougeaux, je suis mieux d'être bon maudit ou ben, va-t'en chez vous, le meilleur à passer. Ouais. Tu sais? Fait que c'est ça pourquoi. Fait que moi, j'avais beaucoup de raisons de m'entraîner plus fort. Puis... Fait que tu te bats pour ton nom puis pour le nom de ta famille aussi? Oui, mais tu te bats pour toi. Tu te bats pour percer. Tu te bats pour être fier. Tu veux que ta famille soit fière. Tu veux, tu veux... Puis, tu sais, comment je te dirais bien ça? J'ai accompli beaucoup en vivant sur le... Je me suis souvent mis ça comme défi d'être meilleur de ma famille. Tu sais, j'ai toujours voulu, moi, à partir du temps que je me suis mis dans la lutte, que je savais même pas de quoi je parlais, puis j'étais arrogant, puis tout ça, puis je disais... C'est moi qui vais être le meilleur dans la famille. Ah ouais. Je l'avais dans la tête subconsciemment. J'avais peut-être pas les paroles pour l'exprimer, là, humblement, mais j'avais un but dans la tête. Ouais. Puis je pense que je l'ai atteint. Okay. Puis comment... Fait que là, quand t'es revenu du Mexique, c'est-tu là que t'as commencé à faire tag team avec ton frère? Non, pas tout de suite. J'ai fait 2 ans en célibataire. En solo? Simple.
Ouais. Puis entre ça, les années aussi, je suis retourné, mais j'étais allé beaucoup au Tennessee. J'ai travaillé avec... Ben ouais, parce que t'as gagné le champion Central State. En plein ça, le Mid-South avec... oui, puis j'ai gagné. Après, je suis allé à Kansas City aussi, puis Saint-Louis, Kansas City, dans ce territoire-là, puis j'ai gagné le combat dans le championnat. Fait que je commençais à me faire valoriser par les fédérations quand j'arrivais, non par le nom, mais parce que je produisais, puis j'attirais. Fait que ça a été... puis après ça, une fois encore là, que quand mes frères, admettons, puis comme il y en a beaucoup qui luttaient juste au centre Paul Sauvé, là, il n'y avait plus de tournée l'hiver, là, tu sais, c'était un peu restreint, puis c'était toujours les mêmes gars avec qui travaillait. C'est dur d'apprendre quand tu travailles toujours avec les mêmes gars. Tandis que moi, j'allais à Kansas City, je suis revenu, j'étais à Pensacola, un autre territoire, je suis revenu, j'étais à Knoxville, un autre territoire, je me suis promené dans en Floride, j'ai fait le territoire de la Floride avec Mike Graham pendant plusieurs années. Je me promenais de territoire en territoire pendant, mettons, octobre, aller jusqu'à mars. Puis après ça, mars, je revenais au centre Paul Sauvé. Puis là, quand je revenais au centre Paul Sauvé, mais là, le monde wow, je sortais des passes complètement différentes. Fait que veux pas, j'attirais l'œil. Si tu veux, du public qui est habitué de voir les mêmes moves à tous les semaines. Puis ça, c'était comment cette ambiance-là, cette fois-là? Est-ce que c'était plus cool, aux States, quand tu te promenais avec le monde? Oui, puis je vais dire où est-ce que j'ai eu un gros break, où est-ce que j'ai été très, très respecté, puis de plusieurs promoteurs après, c'est parce que il y avait plein de fédérations aux États-Unis. Dans chaque État, c'est ça, dans chaque État, il y avait toutes des fédérations qui avaient chacun leur poste de TV. Puis des territoires. Puis à un moment donné, c'est ça. Puis à un moment donné, je suis arrivé à Atlanta. Puis quand je suis arrivé à Atlanta, c'était TBS. C'était Turner Broadcast System qui se faisait voir de Los Angeles aller jusqu'à Boston, à côte est jusqu'à côte ouest. Ça veut dire que tous les propriétaires de business dans chaque État, il y avait leur gala de lutte la fin de semaine, mais le samedi soir à 5h05 jusqu'à 7h05, c'était TBS, c'était sur le câble TBS. Fait que là, ils se faisaient voir tous ceux qui étaient au Omni Atlanta avec Tommy Rich, Dusty Rhodes, Ole Anderson, Thunderbolt Patterson, Wahoo McDaniel, tous les gars dans ce temps-là, Ric Flair, je trouvais. Flair. Je te conterai un combat tout à l'heure avec lui, fais-moi penser. Okay. Mais même il m'a te le compter là, sans cas que je l'oublie. Ric Flair, à un moment donné, j'arrive au Omni, puis eux autres, ils faisaient les tapings, les TV tapings, le samedi matin. Et l'émission était reproduite en direct le samedi, pas en direct, mais diffusée le soir, le samedi soir, puis le dimanche matin, à TBS. Puis à un moment donné, j'arrive au Omni, puis je m'assis dans la chambre, puis je regarde, tu sais, nous autres, on était tôt dans ce temps-là, c'était comme ça. On aimait ça savoir avec qui on travaille. On avait hâte de voir avec qui on lutte la journée, là, tu sais, parce que on ne vivait que pour ça. Puis, fait que là, j'arrive, je regarde sa carte, puis là, je lutte. C'est juste des matchs de TV de 5-6 minutes, là. C'est pas des finales au Omni, là, le gros show du soir, là. C'est vraiment juste la télévision. Puis je regarde, puis c'est marqué Jerry Roberts. Ça, c'était mon nom, Jerry Roberts. Ouais, c'est ça. J'avais changé de nom parce que j'étais là comme 1 an et demi, mais il me faisait planter à tous les soirs. À tous les fois. Même qu'on m'appelait le jobber. Tu sais, quand j'étais là-bas, c'était courant, j'étais jobber. Fait que, à un moment donné, je me suis dit, pour le nom le jour, tu sais, dans tous les territoires, c'est peut-être mieux que. Fait que j'avais changé de nom. Il m'avait proposé. Fait que je m'avais appelé Jerry Roberts. Puis tout le monde dans les boys m'appelait Jerry Jobber. Tu sais, c'était vraiment le gars, là, qui valorisait tout le monde. Puis j'arrive au Omni un matin, puis je vois sa carte. Jerry Roberts contre Ric Flair. Je capote. Lui, c'est le champion du monde, Ric Flair, le NWA champion. C'est un gros nom, là. Ah, le plus gros. C'était le plus gros dans ce temps-là. Il le faisait venir pour les gros shows. Fait que quand ils font venir au Omni le samedi soir, ils font paraître un petit match à TV pour le remémoriser au monde comment ce qu'il est, puis qui se crie, puis wouh! Ouais, qui est encore là. Fait que moi, je fais le match avec lui. Fait que je m'en vais le voir avant le match, puis là, j'ai dit, what can I do for you? Dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire avec moi? Jobber. I'm the jobber. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Comment tu finis? Comment tu me bats? Puis il dit, inquiète-toi pas, mon Jacques. Il dit, I'll call out in the ring. Tu sais, parce que, puis l'important que vous sachiez que dans ces années-là, c'était toujours le vilain qui collait le combat. C'était toujours, même au centre dans la lutte, pendant plusieurs années, avant les années 80, le monde pensait que les vilains, c'était des gros bouffons, puis des buveux de bière, des gros, mais c'était eux autres les plus intelligents. Parce que la minute que t'embarquais dans l'arène, quand t'avais un bon puis un vilain, ça a été de même pendant 8 ans, mes débuts de carrière, tu dis pas un mot, 10 mots. C'est le vilain qui cale les shots. Tu l'as dans la prise de tête, il va dire, OK, on fait ça. OK, tu vas prendre over là. Tu vas faire ça. Puis c'est tout le temps le vilain qui collait le match. Tout le temps. Fait que moi, Ric Flair m'avait simplement dit, mais suis-moi, ça va bien aller. Il connaissait un petit peu mon travail, un petit peu. T'sais. Il m'a demandé, par contre, qu'est-ce que tu aimes faire? Ben, j'aime faire des savates. Moi, je suis spécialisé dans les savates. Puis savates du 2e câble, tu sais, puis savates de...
Puis à un moment donné, on arrive dans l'arène, puis le match dure 6 minutes. Puis pendant 5 minutes de temps, il me fait paraître comme un champion du monde. Ah ouais. Je le déjoue. J'arrête pas de le déjouer, je manque de le piner. Puis lui, il est surpris, puis tout le temps surpris, puis il me valorise tellement. Puis à la fin du combat, je manque une shot, bing, puis il me bat. Puis là, il met sa prise en 4 sur moi, là, puis là, v'lâche. Non, là, tu catches que c'est ça a fait. Puis là, je suis revenu dans le vestiaire après, puis quand il était dans le vestiaire, j'ai dit, Mr. Flair, j'ai dit, je sais pas quoi te dire. J'ai dit, oui, j'ai quelque chose à te demander, c'est pourquoi tu m'as donné 5 minutes du match à moi? C'est toi qui es en finale à soir, puis qui s'en va au emmener en championnat du monde, puis tout. Pourquoi tu m'as valorisé pendant 5 minutes, puis la dernière minute, tu t'es valorisé? Puis c'est une des grosses leçons de lutte que j'ai appris quand j'étais jeune. J'étais chanceux, puis c'est un champion, un professionnel, lui. Puis j'ai eu la chance de l'entendre me dire à moi, Jacques, je vais t'expliquer quelque chose. Que si j'avais rentré dans l'arène pendant 6 minutes de temps, puis je t'avais planté tout le long, puis je t'avais bafoué, puis je t'avais battu, je bats qui? Je bats un nobody, je bats personne. Là, tu me fais flyer pendant 5 minutes, tu me surprends, puis tu me sors, puis là, je te bats. Mais je bats qui? Je bats quelqu'un. Ouais. Je bats quelqu'un, je fais pas une... Je bats un gars, oh, ils me l'ont mis pas pour rien, ce gars-là, il y avait du temps. Tu sais, ça qui m'a... Il a monté la tension. Il m'a monté la tension, il m'a valorisé à mort pour battre quelqu'un qui valait quelque chose. Mm-hmm. Puis moi, j'ai appris ce concept-là dans la lutte en 1900, là, on parle dans 83, 82, 83. Puis tu sais, quand t'as des leçons, des légendes de même, puis des gars qui sont tellement rusés et intelligents dans le business, ben ça aide une carrière, ça. Ouais. Fait que j'ai gardé ça avec moi. Fait que moi, Ric Flair, aujourd'hui, quand je le rencontre, puis quand je le voyais dans le WWE, puis quand j'étais avec lui à Survivor Series en équipe, dans le 4 contre 4, pour moi, c'était un rêve, parce que ce gars-là, c'était comme mon mentor, sans le savoir. Ça a été un mentor de 5 minutes, mais qui a duré une vie. Mm-hmm. Une leçon qu'il m'a donnée pendant 5 minutes que j'ai emmenée avec moi toute ma vie. Y a-tu mal viré, lui, Ric Flair? Non, il va très bien. OK. Il va très, très bien. On dirait qu'il y a comme plein de rumeurs comme quoi qu'il est tombé dans la drogue ou des... Où t'as entendu ça? Dernièrement? Je sais pas, moi j'ai Ben lu moi, ça dans mes commentaires. moi, en tout cas, dans mon monde de lutte, puis de mes amis, puis tout ça, ça a toujours été un gars qui... Écoute, lui, c'est un gars, là, il est tellement brillant, ce gars-là, parce que il allait dans les bars des fois, après, tu sais, mais toujours en habit, puis tu sais, il buvait pas jusqu'à se défoncer, tu sais. Non, c'est ça. Il allait juste participer, tu sais, il était comme un peu le cœur de l'équipe. Moi, j'allais pas dans les bars dans ce temps-là, tu sais, c'était pas mon bag à moi. Mais lui, il était fort, parce que lui, il était capable d'y aller, puis garder le respect de tout le monde, puis il était aimé par tout le monde, puis toujours... Mais il a toujours eu tellement de respect pour tout le monde, ce gars-là. Les fans, autant, tu sais. Moi, je l'ai vu 1 million de fois, le monde s'approcher de lui dans l'aéroport pour un autographe à 5 heures du matin, quand on était là dans le bol. « Hey, how you doing, brother? » Puis là, il commence, pareil comme Hulk. Ouais. Même chose, ces Hulk gars-là. Hogan, Pareil. C'est des gars qui étaient exemplaires pour la tenue, pour représenter une compagnie, là. Fait que là, tu me frappes un peu quand tu me dis, j'espère que c'est juste des rumeurs, parce que ça a été un icône pour moi. Pour moi, ça a été... OK. J'ai juste des belles choses de Ric Flair, là. Puis, fait que là, ça veut dire que tu t'es promené pas mal aux États-Unis, puis c'est après ça que tu as commencé à faire... En 83, à peu près, quand je suis revenu après Atlanta, tout ça, là, ils ont commencé à vouloir me mettre en équipe avec mon frère. C'est ça, parce que là, c'est là que la WWF il a commencé à t'approcher. En 85. Moi, je suis rentré en 86. On a commencé en 86 ou 85. Mais en 84, d'abord, ils ont commencé à m'approcher. 1 an avant. Pat Patterson m'envoyait des messages partout dans les petits territoires, partout ce que je me promenais aux États-Unis, partout. Tu sais, hey, Jacques, Vince aimerait ça te parler. Hey, Vince aimerait ça te parler. Puis finalement, dans la dernière année, j'étais à Montréal, à Saint-Sulpice. Puis j'avais mon yacht à Marina de Repentigny. Puis j'avais mon gym chez Pello Gym à Repentigny. J'étais un dieu, dans le sens de ma vie, là. J'allais dormir dans mon yacht, dans les îles. Je me levais le matin, j'allais prendre ma douche à Marina de Repentigny. J'allais m'entraîner chez Pello Gym. On jouait au volleyball. On avait une gang qui jouait au volleyball. Puis là, je sortais mon bateau de l'eau, puis là, je prenais mon char, puis là, j'allais à Saint-Hyacinthe ou j'allais à Drummondville. Puis après le show à Drummondville, à minuit, 1h du matin, j'allais redescendre mon bateau dans l'eau, parce qu'il était Saint-Trailer, il était pas tout le temps à l'eau. Il était ça. Puis là, j'allais coucher dans l'île. Puis je passais une autre journée là, puis j'y vais sur mon bateau comme ça. Puis c'est tellement drôle parce que où est-ce que j'étais placé, où est-ce que j'avais mon bateau, je suis un de mes chums. À un moment donné, les téléphones ont commencé à rentrer par Pat Patterson, le rêve du Québec, Pat Patterson, qui était le bras droit à Vince McMahon longtemps, qui est décédé, là, pas trop longtemps, peut-être 1 an, là, puis... Mais lui, il était une grosse intermédiaire entre nous. Puis là, lui, il appelait tout le temps Richard, mon chum, puis il était là, « Ouais, Jacques, es-tu là? » Puis là, j'étais à côté du téléphone, c'était tellement drôle. Puis là, j'étais à côté, puis là, j'étais là.
Je jouais hard to get. Ah, tu sais, ouais. je jouais, hey, je suis pas si facile. Moi, je voulais monter mes enchères. Ouais. Puis j'ai fait ça pendant 1 an. Puis 1 an, là, quand tu dis qu'il me suivait partout, puis il m'appelait, puis là, finalement, je parlais, mais je disais... Ah. Puis là, je disais, je vais y aller à une condition. J'ai fini par dire, à 2 conditions. La première, c'est 5 000 $ par semaine que je vais avoir. Puis la deuxième, c'est que je vais amener mon frère Raymond avec moi. Mm-hmm. Si on y va, moi et Raymond, je vais y aller. Puis ça, c'est de même que c'est parti. Moi et Raymond, on est allé prendre un meeting après à New York. Ils nous ont reçu en limousine. Puis on est allé rencontrer Vince. Puis là, il nous a dit, the sky is the limit. Ouais. Ouais, ça. Puis quand vous avez rentré, c'est là que. Comment vous avez créé vos personnages? Est-ce qu'ils étaient déjà créés? On était déjà créés. On était les frères Rougeau quand on est rentré. Ouais. The Rougeau Brothers pendant 2 ans. Mais là, ça, vous l'avez commencé à la jouer, genre plus patriotique. Non, on a toujours été québécois tout le long de nos affaires. Mais qu'est-ce qui est arrivé après 2 ans? Jerry m'a te le dit, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que on était bons lutteurs, très bons lutteurs, moi et Raymond. On était dur à battre en équipe, comme frères, était dur à battre. Mais les Américains, là, ils voulaient pas avoir des Québécois qui les représentaient. Il y avait cette bannière. Fait que là, ben, c'est pas nous autres, c'est Vince McMahon qui nous a approchés, puis il nous a dit, les gars, il dit, on va vous revirer vilain. Ouais. Il dit, on aimerait ça vous mettre des méchants. Genre, tu sais, comme, je pensais à mon oncle Jean qui devait tourner dans sa tombe. Les Rougeaux, ça a toujours été des bons, tout le temps. Il dit, faites comme vous voulez, les gars, parce qu'il dit, là, vous perdez de l'attention, tu sais, de l'intérêt. Puis il dit, moi, il dit, c'est pas votre talent qui manque. Il dit, c'est juste la différence de pays. Tu sais, il dit, mais si on vous revient vilain, puis là, vous commencez à rire de nous autres, les Américains, et vous allez voir que vous allez être haïs, puis pas à peu près. Fait qu'on a reviré. C'est là qu'on a eu Jimmy Hart comme gérant. Ouais. Puis que lui, Jimmy Hart, il était gérant pour la Hart Foundation avant. Jim the Anvil Neidhart avec la barbiche, puis Bret the Hitman Hart. Il était partenaire de la Hart Foundation. Jimmy était avec pendant 2 ans, pendant que moi et Raymond étaient des bons. On a fait une run pendant 2 ans ensemble. Mm-hmm. Puis après ça, quand on a reviré vilain, Jimmy Hart a lâché les Harts, puis il est venu avec nous autres. Fait que on était mariés avec eux autres un autre 2 ans, mais là, c'était nous autres, les vilains, puis c'était les Harts qui étaient rendus, on les poussait pour devenir la Hart Foundation, mais des bons. Puis on a fait 4 ans ensemble avec ces gars-là. Mais ça a été, mais écoute, à partir de là, la chaleur, écoute, moi, ma job était garantie à vie avec eux autres, c'est tant que ça allait bien, parce que, tu vois, c'est même moi et Raymond qui a demandé de prendre un break après 4 ans. Puis ça a pas pris 1 an qu'il m'a rappelé pour que je devienne de la police montée de Mountie, là, tu sais, de la GRC. Ouais. Fait que lui, il voulait m'avoir en solo, puis c'est là que j'ai eu une grosse run, des pay-per-view avec Big Boss Man, puis des télés à la carte en finale. Mais avec ton frère aussi, ça pognait beaucoup, là. Oui, mais t'as vilain avec Jimmy Hart, oublie ça, là. On avait déménagé à Memphis. Pas vrai, mais dans les entrevues, on disait qu'on déménageait, on était rendu, hey, we're all American boys, on est rendu comme vous autres, là, vous pouvez nous aimer, là, on est rendu comme vous autres, mais c'était une vraie insulte. Puis on les trollait. Puis on arrivait, mettons, comme à la fête du travail. Puis on disait, hey, en tout cas, on vous souhaite, I wish you a very good Independence Day. Tu sais, puis c'était même pas la bonne journée. On était là, we're all American. Puis on se trompait des dates Écoute, on a eu une chaleur immense. Puis votre entrée, puis la musique, vous choisissez aussi. We're all American boys. Je sais pas si t'as déjà entendu à toi. Oui, je l'ai écouté tout à l'heure. Ah, Seigneur, c'était bon. Hey, écoute, on a même mis les mots dessus, nous autres. Là. On a fait en français et en anglais. Là. Ouais, pour faire chier. We don't like heavy metal. We don't like rock and roll. All we like to listen to is Barry Manilow. Hey, we're all American. All. Puis là, tu sais, on aime les faire mourir. On aime, tu sais, puis là, en français, on riait d'eux autres dans les paroles en français. Mais tu sais, à un moment donné, ça s'est su, là, tu sais, qu'on riait d'eux autres en français, mais qu'on pensait qu'eux autres ne savaient pas ce qu'on disait. Tu sais, il y avait tout de ça qui jouait dans notre personnage. Puis ça, comment c'était perçu au Québec? Est-ce qu'il était content? Ça a été difficile au début. Mais il fallait qu'on se dise, moi et Raymond, c'est garde, là, on travaille pour nous autres, là, puis la lutte au Québec était après mourir. Mm-hmm. Il était complètement après mourir. Puis, fait que c'était qu'on a le choix, là. On lutte vilain ou j'ai compris son message, qu'on va être à la porte d'ici d'un an, là, tu sais, Puis moi, j'avais beaucoup d'ambition. Fait que je me suis dit, ben on va le faire. Mais quand on arrivait à Montréal, on avait nos hardcore fans, je pense, qui nous aimaient encore. On avait une coupe. Ouais. Mais souvent, on se faisait huer. Mais souvent, on se faisait huer aussi par les gros tops qui rentraient contre nous autres. Mettons, justement, la Hart Foundation, ou on travaillait avec les Smoking Guns, mettons, là, les 2 beaux gars là, qui arrivaient. Là. Mais là, c'était comme... Puis on agissait comme des vilains aussi. On agissait un peu comme des lâches, tu sais. Fait que le monde était plus fier de nous autres, ben, là. C'était comme... Tu sais, fait que ça causé beaucoup de conflits un peu, beaucoup de conflits à Montréal un peu avec la relation avec les fans, mais en même temps, avec le temps, le monde a compris que c'est un rôle.
Ben, c'est ça. Puis ils ont accepté. Après, ils ont accepté. Puis quand je suis devenu de Mountie, ben écoute, là, c'était vraiment le fun parce que je suis revenu d'un autre personnage. Puis après ça, quand je suis revenu après ça en Québécois avec Pierre-Carl Ouellette, je suis revenu un troisième personnage. Fait que, tu sais, ça, là, ils ont compris que c'était... Puis là, quand on était Québécois, moi, Pierre, on a gagné le championnat du monde à 3 fois, à 3 différentes reprises. Là, les Québécois étaient vraiment, vraiment fiers. Je vais te conter une anecdote qui est super drôle en Mountie aussi. Ils parlaient pas de moi au Québec quand j'étais de Mountie. Partout dans le monde, là. J'étais vraiment hot partout, mais au Québec, là, la lutte, ça les intéressait pas. Tu sais, les grands réseaux, là, c'était comme... la lutte, là, tu sais, c'est pas le hockey, puis c'est pas le baseball, puis c'est pas le... Tu sais, on n'avait pas notre position vraiment avec les médias, tu sais, dans les bureaux le bureau de, comment je dirais bien ça, de rédaction. Tu sais, c'était pas priorité la lutte, là, tu sais, puis surtout que c'était une compagnie américaine qui venait chercher l'argent ici qui repartait. Tu sais, fait que c'est pas quelque chose qu'eux autres, ils poussaient beaucoup. Puis la lutte était mal vue aussi par beaucoup des journalistes qui étaient prétentieux puis qui pensaient que, tu sais, on était des caves ou qu'on était des bouffons. Des bouffons, tu sais, puis ça, puis il y avait aucune idée de qu'est-ce que ça prenait les qualificatifs pour être lutteur. Mais où est-ce que je m'en allais avec ça, c'est qu'à un moment donné, j'appelle André Rousseau, qui travaille dans le Journal de Montréal, puis qui a une chronique qui s'appelle Toast et café le matin dans le Journal de Montréal, juste vers la fin à peu près. Puis lui, c'était mon chum, puis il m'aidait beaucoup. Fait qu'à un moment donné, je l'appelle de Springfield, Massachusetts, puis je dis, André, t'as pas minuit le soir, je l'appelle, je dis, André, il dit, je vais t'envoyer une photo, j'ai gagné le championnat intercontinental à soir, le premier Québécois, vraiment, j'étais malade, là, tu sais, c'était fou, c'était un gros but, ça, en single, là, pour ça, en singulier. Puis là, j'ai dit, André, tu peux-tu me passer une photo avec moi? Fait que là, il dit, ouais, il dit, OK, Jacques, ben, il dit, rappelle-moi dans 3-4 jours. J'ai dit, non, je peux pas. Je peux pas, parce que je la perds demain. Fait que, tu sais. Fait que j'avais demandé, j'avais été champion pour un jour. Ouais. 1 ou 2 jours. Parce qu'il l'avait pris. Il l'avait transféré sur moi de Brett, puis il voulait le mettre sur Piper, Rowdy Piper. Ça. Fait que c'était juste un moyen de transition. Ça, puis, tout était écrit, ça? Oui. Ouais, c'est ça. Fait que moi, j'avais dit André ça, trouvé ça tellement drôle. Je dis non, tu peux pas la mettre demain. Je serai plus champion demain. Fait qu'il me l'avait mis dans un petit coin à côté des décès. Jacques Rougeau, champion Hey, ça m'avait tué. Mais ça m'avait tué, parce que je me suis dit... Tu sais, je suis à travers du monde entier. Je représente le monde entier du Québec. Québécois, pareil, bon ou pas bon, c'est pas grave, c'est un scénario. Mais que je sois à côté des décès, une petite photo, une petite ceinture. Et quand j'ai battu Hulk Hogan, c'était la même chose. Quand j'ai battu Hulk Hogan, il y avait une photo de moi, là, à côté des décès. Tu sais, une demi-page peut-être. Battre Hulk Hogan dans ce temps-là, c'est comme, s'il vous plaît. Qui est une putain de vedette, là. Donne-moi une crédibilité. Il n'y a personne au Canada qui a battu, même pas Brett, qui a battu Hulk Hogan. Donnez-moi au moins mon heure de gloire, puis... Fait que la lutte n'a jamais été bien vue par les médias au Québec. Mais tu sais, j'ai pas l'impression que c'est juste la lutte, parce que même, tu sais, on pointe Voivode, là, dans les mêmes années. C'est quoi ça, excuse-moi? Voivode, c'est des pionniers du métal, tu sais, ils ont inspiré Metallica, là, c'est des gros noms, puis ils viennent de Jonquière, là, tu sais. On les connaît pas. Puis, tu sais, parmi les fans de métal, ouais, mais tu sais, c'est comme si... Tout le monde connaît ça. Ils veulent pas les plus en parler. Tu sais, je trouve c'est comme un peu ton histoire, tu sais, ils peuvent donner une belle reconnaissance. Hey, on a un Québécois, mais on est fiers de lui, il est aux States, il est connu dans le monde, puis il pratique un sport. Tu sais, moi, je pense. Je vais pas parler de poste de télévision en direct, mais tu sais, il y a un Québécois qui avait gagné, Kevin Owen, qui avait gagné le championnat du monde, mais que ce poste de télévision diffusait la lutte. D'où ce qui était. Ben là, ils nous ont fait un gros cas, là. Tu sais, mais on dirait que c'est juste business. Tu sais, c'est comme... je sens souvent que... Puis moi, tu sais, je vais te le dire, souvent, j'avais beaucoup d'exposure dans les journaux, partout quand je faisais mes spectacles familiales, Jacques Rougeau, partout en province, mais j'achetais des demi-pages de pub. Ah ouais. Tu sais, fait que quand tu fais de la business pour eux autres, ils t'en redonnent. Mais moi, j'ai toujours cru que le rôle d'un média, c'est d'informer les gens de ce qui se passe. C'est pas d'informer les gens de qui travaille avec eux autres, puis qui qu'il faut qu'ils poussent, puis qui qu'il faut qu'ils poussent pas. Je sais pas si tu comprends. Un poste de nouvelles devrait informer qu'est-ce qui se passe, sans préférentiel, puis sans préjugés. Mais les médias, c'est les médias. Si tu encourages les médias, si tu encourages une compagnie, ben elle va se revirer, puis elle va t'encourager. Fait que, tu sais, j'ai compris ce monde-là après. Puis j'ai trouvé ça bien de valeur. Parce que je me suis dit, quelqu'un qui n'a pas d'argent, puis quelqu'un qui n'est pas capable d'acheter de la business, 20 000 de promo, mettons, pour son show qui s'en vient, ben
ils vont le tasser, puis ils vont y aller avec ceux qui leur donnent beaucoup d'argent, puis ceux qui... Fait que, tu sais, c'est un monde ingrat, en dehors de l'arène, quand tu essaies de faire de la business, tu sais, puis moi, j'ai connu toutes ça, ces choses-là. Je me suis enfargé à des places, j'ai manqué à des places, j'ai réussi à des places, mais j'ai pris de l'expérience. Puis je connais la game, Master, je la connais la game. Tu as parlé justement là, quand tu étais de Mountie, mais avant ça, c'est ça, vu que tu étais avec ton frère, t'avais-tu gagné un championnat? Oui, ici à Montréal. Mais encore là, tu vois, j'ai un gars qui m'a écrit, parce que j'ai remis cette semaine sur mon Facebook, j'ai remis cet événement-là quand on a gagné, moi et moi, championnat du monde devant les Québécois, puis on était des bons à part de ça, les Heart Foundation, t'es vilain en plus. Je peux te dire qu'il y avait 5000 personnes qui me sautaient sur mon char quand je suis sorti en dehors du forum, là, que le show était fini. Il y avait 5000 personnes dans les rues qui battaient mon char. Puis ma femme, excuse l'expression, m'a chié dans ses culottes parce qu'elle pensait qu'il voulait nous tuer. Puis je disais, inquiète-toi pas, chérie, ils nous aiment. Ils nous aiment. Tu sais, mais une émeute, là, ou une vague de même des Québécois champions du monde, là, c'était gros. Mais pas plus qu'un jour après. Ils ont décidé, c'était arrangé évidemment qu'eux autres, là, qui enlevaient les ceintures parce que Brett, c'est un gars qui était très dur à dealer avec, puis il voulait pas dropper la ceinture, puis finalement ils l'ont fait juste pour un choix à Montréal pour donner un bonbon aux amateurs de lutte de Montréal. Mais les amateurs de lutte de Montréal qui écoutaient la fin de semaine qui suivait la lutte à TV, les Hearts arrivent avec la ceinture, puis ils ont même pas fait un clin d'œil sur notre combat qu'on a gagné à Montréal. Fait que c'était vraiment juste... Je me suis fait sentir comme les fans de Montréal ont été traités comme des putains. Puis, excuse mon expression, mais c'est comme si c'était vraiment le plus gros screwjob pour moi dans Montréal. Ça n'a pas été Shawn Michaels puis Bret Hart, le gros screwjob. Parce que c'est deux personnes de d'autres places. Nous, le vrai screwjob, c'est les amateurs de lutte qui ont vu, qui sont venus devant 20 000 personnes payées, puis on a gagné le championnat du monde, puis qui sont écoutés à la TV à la fin de semaine pour être fiers, là, pour regarder les... Ils n'étaient même pas là. Fait que ça a été ça, le gros screwjob pour Montréal. Puis un gars avait pensé, quand j'ai mis cette photo-là cette semaine sur mon Facebook, il m'a marqué ça. Il dit, "That was the real screwjob in Montreal." Parce que j'ai dit oui, puis j'ai dit, "They screwed you too." Parce que, on n'était pas de ça qu'ils aient fait là-dedans. C'est vous autres avec. Mais ça a été un bonbon qui aurait dû jamais être là, ou qui aurait dû nous donner au moins quelques semaines, un mois, pour passer à la TV une couple de fois, pour être vu, puis représenté, puis être reconnu. Être reconnu. Mais à la place, ils sont servis nous autres juste pour donner une fausse joie au monde, un faux bonbon. Je sais pas si je m'exprime bien, là. C'est juste pour le moment de la soirée pour mettre ça meilleur. Mais tu traites pas le monde de même. Tu sais, moi, ça marchait pas dans ma tête, puis aujourd'hui, ça marche pas encore, puis, tu sais, c'est que si on était là pendant 2 ans déjà, puis on avait gagné beaucoup de respect, c'est donne-nous, puis c'est pas pour moi, c'est juste pour les fans québécois qui se présentent, puis qui suivent, puis qui vous endossent, etc., etc. Puis quand t'as gagné contre Hulk Hogan, c'était-tu avant t'étais tag team avec ton frère ou parce que t'étais tout seul? C'est la dernière affaire que j'ai faite, ça, quand j'ai battu. Parce que comme je te dis, en ordre chronologique, là, c'est moi et Raymond. Après, ça a été moins comme The Mountie. Après, ça a été moins Pical comme les Québécois. Puis après, ça a été moi tout seul. OK. Puis moi tout seul, quand j'ai fini avec Hulk à Montréal, ça a été incroyable. C'est quoi qui a amené tout ça? Je connais un petit peu les lignes, là, mais... La WCW qui partait en opposition à WWF, puis Hulk, puis une couple de gros noms avaient switché pour Ted Turner encore, que moi j'avais travaillé 30 ans passés, à Ted Turner, TBS. Fait qu'ils ont essayé de tasser Vince. Fait que les gros noms sont partis. Puis moi, vu qu'ils ouvraient le territoire, puis moi, j'avais mes différences avec Vince, fait que j'ai appelé WCW, puis j'ai négocié à travers de l'avocat d'un avocat à Montréal, Coquille Lazarus, qui était mon chum, puis qu'on avait dealé un deal pour que je rentre dans WCW avec Carl, comme The Amazing French Canadians, mais aussi qu'on leur apportait la télévision, CF12, le Canal 12 à Montréal. On leur ouvrait les portes à la télévision pour la compétition contre Vince McMahon. Puis à travers de ça, moi j'organisais, je leur ai demandé, j'aimerais ça organiser le premier gala, j'aimerais ça soit moi qui le fais. Fait que c'est moi qui l'ai pris en charge, le premier gala au complet, j'étais promoteur de l'événement. Puis c'est là qu'avec ça, dans la grosse vague qui se passait, qu'il y avait Hulk Hogan, qui était pas en bon terme avec Eric Bischoff, qui était le booker. Il commençait à avoir des petits troubles avec lui. Fait que moi, j'ai demandé à Hulk, j'ai dit, tu ferais-tu un combat avec moi à Montréal? Pour ouvrir la première prestation de la WCW, Jacques Rougeau contre Hulk Hogan en finale. J'ai dit, ça va attirer, là. Tu vas amener de l'attention, là. C'est sûr que tu vas amener de l'attention, là. Puis, mais ce que je savais pas, c'est que lui, il voulait que je gagne.
Non, ouais. Je savais pas ça. Moi, mon but, c'était de l'amener à Montréal, d'aller dans l'arène avec lui 15 minutes, puis qu'il me bafoue pas trop dans l'arène tout le long, là, qu'il me balaye pas comme un jambon, mettons qu'il me fait au moins bien paraître avant de me battre. Ouais. Puis quand j'étais arrivé dans le vestiaire, devant tous les boys, tout le monde, Harlem Heat, Ric Flair, tous les gars étaient là. Puis là, il est arrivé, puis il dit, OK, boss. Hulk est là. OK, boss. Il dit, what are we doing tonight? Puis là, je le regarde, il dit, qu'est-ce qu'on fait à soir? Je le regarde, je dis, whatever you want. N'importe quoi tu veux. Je suis assez content qu'on est rendu ici, puis tout. Non, il dit, c'est toi le boss. Il dit, you're the boss of the show. Il dit, what are we doing? Il dit, how do you want to take this? Il dit, comment tu veux gagner? Il dit ça devant les boys. En tout cas, j'ai parti à rire. Puis tous les boys ont parti à rire. Est-ce que tu le croyais pas? Ben non, puis les boys non plus le croyaient pas. Ils pensaient que Hulk, il me rebelle, tu sais. Il me faisait un joke. Puis à force de la conversation, il dit, I'm serious, brother. Il dit, it's your show. It's your town. Il dit, c'est moi qui le payais. Puis tout, il dit, whatever you want. Il dit, I want you to win. Puis il avait dit ça. Puis là, en tout cas, c'est des moments que je pourrais jamais réexpliquer parce que je me suis senti bien awkward devant tout le monde dans le vestiaire. Je savais pas comment dealer avec ça, mais finalement, j'ai bien dealé. J'ai dit, OK, mais si tu veux, je passe mon bat tout le long du combat, puis j'ai dit, moi, te pogner avec la prise du petit paquet à la fin. Puis il m'a t'en passé une petite vite, tu sais, comme tu m'as sous-estimé. Tu m'as planté, mais pas assez. Ouais. Puis finalement, je suis rentré dans l'arène, puis ça a été back and forth, et des sauts du deuxième câble, puis il me faisait monter des coups de genoux, puis des savates. J'en revenais pas, puis en dehors de l'arène, il me faisait apparaître comme j'étais un gars de calibre avec lui. C'est ça qui m'a fait paraître. Puis à la fin, je le bats. Tu sais, c'était comme... C'est incroyable. Puis quel impact ça a eu sur ta carrière, ça? Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup de haine et de chaleur envers mes compatriotes de travail qui étaient jaloux puis qui étaient en maudit après moi, beaucoup. Mais beaucoup de respect pour les fans de lutte qui croyaient pas encore puis que ça a pris bien du temps avant qu'ils l'acceptent, qu'ils croient que Jacques Rougeau a battu Hulk Hogan pendant qu'il était NWO. Puis c'était fou l'affaire, c'était gros l'NWO. Là. C'était la plus grosse affaire qu'il n'y avait pas dans la lutte. Avec Diesel... puis Razor Ramon, puis tu sais, c'était tous les gros tops qui avaient parti ça en NWO, puis je l'ai battu en plein milieu de sa gloire, en plein milieu de sa gloire. Puis, fait que c'est sûr que ça a pris du temps. Je vais t'expliquer une affaire que j'aime donner des scoops au monde des fois. Puis ça va peut-être aider les gens aussi dans leur business et leurs affaires. Quand il arrive le temps de la publicité, exemple, le Canadien, là, on va prendre un exemple bien facile. Le Canadien se sont rendus jusqu'en finale cette année. OK? Mais ça, c'est pas le lendemain que le monde réalise ça. C'est 3, 4, 5, 6 mois après. Souvent, il va arriver un gros événement. Le monde le voit, il comprehend, tu sais, il essaie de l'enregistrer, de le comprendre, mais ça prend 3, 4 mois. Exemple, je faisais un gros show, mettons, tout le monde en parle, où je suis allé dans un bateau, là, tu sais, tu t'en vas dans un bateau, dans un chalet, là, une maudite bonne émission avec Jean-Philippe Messier, là, TVA. Mais c'est une grosse émission, tu sais, tu t'en vas dans un chalet, ils reçoivent le monde, comment ça s'appelle, cette émission? En pleine nature, la vraie nature. La vraie nature. J'ai fait l'émission. Tout le monde, c'est comme, c'est bon. Mais c'est 3, 4 mois après que j'ai commencé vraiment à voir la vague. Hey, je t'ai vu, Jacques, cet hiver. Hey, je t'ai vu, c'était bon ce show-là. Quand tu fais de la publicité puis tu fais des coups de maître dans ta vie, c'est juste un peu plus tard. Attends pas des réponses tout de suite. Parce que le monde, il se questionne. Le monde n'a pas enregistré. Ça a passé. Je sais pas si tu comprends ce que j'essaie de dire. C'est que souvent, mes gros coups à moi, ils ont juste payé plus tard. Ça les marque. Fait que quand Hulk, je l'ai battu, tout de suite, quand je l'ai battu, tout de suite après, c'était comme... Mais à force de me voir passer à la TV, puis là, je montrais des séquences, puis je voyais quand je l'ai battu, puis il voyait qu'il donne le coup de pied dans la reine à la fin, il était en maudit parce qu'il a perdu, puis ça a commencé à enregistrer. Puis à partir de là, plus tard, c'est là qu'il avait accepté le monde. Il avait accepté que j'avais assez de notoriété pour battre Hulk. Mais je n'avais pas assez de notoriété pour battre Hulk. C'est juste Hulk qui a décidé de me faire gagner. Tu sais? Fait que c'est cet impact-là que ça a eu un peu sur ma carrière et ma notoriété. Puis justement, tu sais, tu as parlé qu'il y en a qui étaient jaloux. Puis, tu sais, on dirait que l'ambiance d'un vestiaire, justement, que c'est quand même dur. Tu sais, souvent, on a entendu parler d'intimidation. C'est très, très dur parce qu'il faut que tu te rappelles d'une chose qui est bien importante. Quand un gars il est là pour 250 000 ou 300 000 par année, tu avais dans ce temps-là plusieurs équipes.
Mais il y en a juste quelques équipes qui se rendent jusqu'en haut. Fait que les équipes qui se côtoient, tu sais, puis ça, hey, how you doing, Danny? Hey, how you doing? T'sais. Mais dans le fin fond, là, c'est how you doing, Jacques? And I hope you break a leg. Tu sais, pour le vrai, là. Pas comme un mot de Cambronne, là. Non. Pas comme un bonne chance. Mais s'il peut se casser la jambe, ben moi, c'est moi qui va monter. Tu sais, parce que les salaires montent quand tu montes, la notoriété, le marketing, les t-shirts, c'est t'attires du monde. C'est ça. Tu vends de la merch. Puis, fait que tout le monde est en compétition avec tout le monde dans le vestiaire. Fait qu'il y en avait beaucoup qui étaient plus droites que d'autres, qui étaient plus livre ouvert, tu sais, comme, il m'aime pas. Mais c'est correct, il m'aime pas, je l'accepte, mais il est poli avec moi, puis il dit bonjour, puis tu sais, mais il y en avait d'autres qui se collaient sur toi, puis qui se collaient sur toi juste pour voir tes faiblesses ou voir comment ce qu'ils pourraient passer en avant. Tu sais, je sais pas si comme un infiltrateur. Genre mais l'animosité entre les boys, là, c'était... Je vais te le dire, qui se tenait le plus avec qui, c'était les héros qui se tenaient plus avec les préliminaires. Parce que les préliminaires prendront jamais la place du héros. Mais ceux qui sont juste en dessous du héros, là, eux autres, là, ils attendent juste que les héros s'enfargent puis que le boss dit « Hey, on va te mettre à sa place. » Puis lui, il va en prendre la place. Il va en prendre la place, crée-moi. Puis même qu'à un moment donné, tu sais, j'ai vu des discussions d'amis me finir mal. Ah oui, mais je le mérite plus que toi, la place, là, tu sais. Puis là, c'est comme, là, tu voyais le vrai côté, là, de, ben moi, ça fait 5 ans que je te cite, là, toi, ça fait 1 an, là. Puis, tu sais, c'est, fait qu'il y a beaucoup. Puis l'autre chose aussi, là, il faut qu'on se comprenne aussi que dans la lutte, c'est que tout le monde se connaît dans le monde de la lutte. Puis tout le monde qui était à New York avait des amis dans les petits territoires. Fait que si moi et Raymond, on rentre, il y a tant de combats par soir. Fait que si moi et Raymond, on rentre, on prend la place de 2 qui étaient déjà là. Puis les 2 qui étaient déjà là, ils savaient des amis. Fait que ces amis-là, eux autres, ils veulent le revoir, ces amis revenir. Fait qu'ils t'aiment pas. Fait qu'ils te feront pas la vie facile. Tu comprends? C'est comme ça. Je sais pas si c'est comme ça dans d'autres ouvrages, dans d'autres jobs, dans d'autres compagnies, mais dans la lutte, c'était comme ça. Puis c'est quoi, Vince McMahon, lui, il aimait ça, cette ambiance-là? Je pense que oui, il aimait l'ambiance compétitive, puis même, écoute... c'est de la compétition, mais malsaine. Là. Exactement. Puis, écoute, on va aller plus loin que ça. Je sais pas si tu étais au courant de l'histoire que j'avais eue avec les British Bulldogs. Ben, je l'ai un peu entendu parler. Ben, je vais pas rentrer dans le détail, juste te dire que si tu veux le voir, va sur Dark Side of the Ring. Va sur YouTube. Il y a une émission qui s'appelle Dark Side of the Ring. Il y a 3 saisons. Puis dans la dernière épisode qu'ils ont sorti, c'est Dynamite Kid, un des British Bulldogs. Puis ils ont reconstitué l'événement, des 2 événements. Quand j'ai mangé la volée avant, pour une raison que j'avais pas à faire, puis le comeback que j'ai fait, la volée, j'ai donné à lui pour me sauver la face. Puis ça, tu veux pas la compter, cette histoire-là? Non, je veux pas la compter, c'est trop long. C'est trop long. C'est trop long, puis j'ai un trop émotif, puis ça me touche encore, puis toutes les fois que je la compte... je retombe en enfer. Parce que j'ai eu beaucoup des problèmes psychologiques quand ça s'est arrivé. J'ai été perdu, j'ai été dans un traumatisme sévère dans ma tête. Ça a été le pire moment de ma vie. J'ai mangé ma volée pour une raison puis j'étais une semaine avant de faire mon comeback. Mais moi, je suis pas un batailleur dans la vie. Je suis un artiste. Je suis un comédien. Mais ces gars-là étaient ces stéroïdes, puis ces drogues, puis c'était des gars violents. Puis si tu vas voir le documentaire, je vous jure, ça va à peine. Prenez le temps d'aller le voir parce que vous allez voir ce gars-là. Pas juste que moi, je savais pas ça. Personne ne savait ça. Mais dans le documentaire, tu vas voir que quand il arrivait à la maison, il tirait sa femme par les cheveux à terre, puis il a mis un gun à la tête à sa femme, puis tu sais, tu le vois dans le documentaire que le gars, c'est un malade. Mais moi, j'avais aucune idée qu'il était malade de même. Quand j'ai eu mon altercation avec lui, je me suis juste tenu, puis j'étais obligé de me tenir. Mais ce gars-là, Dynamite Kid, c'était le bully de la prison. Je dis toujours cette expression-là, parce que tu sais, quand tu vois des films de prison, tu en as toujours 1 ou 2 qui mènent. Tu sais, là, c'est les bullies de la prison, les tops de la prison, là. Puis il y en a qui travaillent pour eux autres, puis c'est eux autres qui mènent. Mais eux autres, les Bulldogs, faisaient ça dans le vestiaire de lutte. Ils ont fait partie des lutteurs contre Hank et Tankman. Ils ont fait partie des lutteurs, ils ont cassé des lutteurs dans le vestiaire devant moi. Je les ai vus faire broyer. J'ai vu raser la tête d'un lutteur, puis l'hallucinner avec des pilules, puis les geler au bar, puis raser sa gimmick, son personnage, puis tout y enlever. Il faisait des affaires, puis à travers de ça, je pense que Vince aimait ça un petit peu. Aujourd'hui, je pense que je peux te dire qu'il aimait ça. Ça a duré tellement longtemps. Puis quand moi, là, j'ai fait partir 4 dents dans la bouche, là, au gros bully de la place, le gros bully de la prison, là,
Mais là, écoute, ça a fini avec la mafia là-dedans, puis tout. Tu vas voir le documentaire, tu vas capoter, là. Ouais. Oui, c'est malade, jusqu'à où ce qu'elle est, puis où ce que ça aurait pu aller. Mm-hmm. Puis c'est là que Vince a décidé, wow, c'est assez, mais c'était trop tard. J'avais déjà, moi, fait que j'avais à faire. Mm-hmm. Je l'avais fait par moi-même, puis ça durait depuis plusieurs années. Mais c'était pendant longtemps que l'intimidation, ça l'a arrêté dans le vestiaire après ça. C'était comme pendant 1 an ou 2, puis peut-être, je sais pas comment c'est aujourd'hui. Et c'est pour ça que pendant 20 ans, quand j'ai lâché la lutte avec Vince, j'ai commencé des conférences dans les écoles contre l'intimidation. Puis tu sais, il y en a au début qui disaient « Ah, Jacques, il donne des conférences pour l'intimidation parce qu'il veut se valoriser. Tu sais, ça fait de la belle publicité. Tu sais, puis c'est bon pour lui. » C'était pas ça pantoute. Mais tu vois le documentaire, là, tu vas comprendre que j'étais malade, là. Tu sais que souvent, les gens qui aident les gens aujourd'hui pour n'importe quelle cause, c'est parce qu'ils ont été frappés, ils sont malades, ils ont été frappés par un incident qui les a marqués dans la vie, traumatisés, puis ils redonnent à la société. Mais moi, quand j'allais dans les écoles, là, ça me faisait tellement du bien de régler des cas d'intimidation. Je faisais ma conférence en avant de tout le monde. J'expliquais aux jeunes que tu peux battre l'intimidation sans servir de la violence, mais en travaillant en équipe. Puis là, je montais des manières comment résoudre l'intimidation. C'est pour ça que ça a duré 20 ans. Toutes les écoles m'ont appelé partout pour y aller. Je reçois encore des écoles pour y aller. Mais la vérité, c'est que quand je finissais, j'avais toujours plein de monde qui venait me voir parce que je passais tous les professeurs au bat à la fin de ces matchs-là. Tu sais, fait que les enfants, ils m'aimaient en tabarnak. Ah ouais. Ouais, même en tabarnak, j'étais un héros, moi, là. Oublie ça, le prises. prof de maths qui est rendu en souplesse dans les airs m'a dit, le gars, il y en a qui aiment ça en maudit. Fait que moi, quand ça finissait, j'étais tout leur héros. Fait que là, souvent, ça venait à moi, puis à chaque école, j'avais toujours une personne ou deux, là, qui m'arrivait qui était un petit peu plus sensible, un petit peu plus fragile, un petit peu plus... Puis là, il m'approchait, puis admettons, je me souviens d'une que j'ai à Botsford, là, à côté de Granby, là, Saint-Paul d'Abbotsford. Cette école-là, je vais tout m'en souvenir, parce qu'il y a une petite fille qui est venue me voir à la fin, puis l'autre à côté, puis elle pleurait. Puis là, l'autre est là, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Puis là, c'est la fille qui a parlé, elle m'a dit, tu vois, le petit gars là-bas, là? Elle dit, ben lui, là, elle dit, arrête pas de... Fait que le genre, ben, j'écoute, j'ai dit, bouge pas, reste ici une minute. Fait que quand ma conférence était finie, j'ai été voir le directeur de l'école. J'ai dit, est-ce que je peux avoir votre permission? J'aimerais ça m'asseoir avec vous, avec les deux personnes impliquées, Ouais. la victime et l'agresseur. J'aimerais ça leur dire un petit mot. Fait qu'ils disaient, pas de trouble, genre. Fait que quand je suis rentré dans la salle, il y avait le directeur puis il y avait la petite fille, mais le petit gars n'était pas arrivé encore. Puis on était assis tous et toi de même dans la salle, puis quand il est arrivé, il a ouvert la porte. Puis il a vu le meeting. En tout cas, il a compris que 2 et 2, ça fait 4. Ouais. Puis là, il était assis là, puis il a regardé, puis là, j'ai assis tout, mon homme. Puis là, il s'est assis. J'ai dit, tu sais pourquoi t'es ici, hein? Il dit, oui. J'ai dit, ça arrivera plus, hein, mon homme? Il dit, non. J'ai dit, cool, donne la main. Puis là, tu as fait une savate. Non. Non, mais ce que j'ai fait, par exemple, ouais. J'ai répondu aux lettres de l'école pendant les semaines qui ont suivi. La lettre du directeur, la lettre de ça, qui ont dit que cette petite fille-là était heureuse comme une reine à cette heure. Ah, ouais. C'est ça que j'ai l'avait fait. Arrêté. Fait que ça, c'était ma récompense. C'est pas juste ma récompense, ma thérapie. Fait que pour moi, je me disais, je sais pas, ça me faisait guérir. Ça me guérissait de savoir qu'on était capable de battre l'intimidation juste en se parlant et sans que ça soit avec de la violence. Ouais. Puis ça a été quelque chose qui va rester avec moi toute ma vie. Mm-hmm. Ah ouais. Mais c'est ça parce que tu dis justement ça t'a marqué beaucoup. Puis tu sais justement à cette époque-là, ça ressemblait quoi le mode de vie des lutteurs, tu sais, tu dis s'il y avait beaucoup de compétition, beaucoup de drogue, beaucoup de violence, tu sais, il y avait beaucoup de beaucoup de drogue. Oui, mais stéroïdes, ça s'implique en drogue, parce que je veux pas te sortir la liste de drogues que les gars avaient dans le vestiaire qui pouvaient se passer entre eux autres, que ce soit des uppers, des downers, des Valium, que ce soit des Quaaludes qui appelaient, que ce soit, en tout cas, il y avait toutes sortes, il y avait une liste des gars, on entendait ça dans le vestiaire se parler, puis hey, got a couple of loops, il disait pas des Quaaludes, il y avait un surnom, il got a couple of loops, puis I got some, I'll get you some tonight, puis ça sortait d'un bar, puis ça se saoulait, puis ça prenait des pilules, puis ça arrivait à 5-6 heures le matin, là, je voulais comme une balle à l'aéroport, la plupart des gars, il y en avait une coupe de straight, mais il y en avait une coupe aussi qui avait donné une mauvaise image. Fait que l'ambiance était pas bonne. Je me souviens, un soir, je suis rentré dans le vestiaire, puis Randy était assis là, Macho Man, il était assis là, puis là, je suis rentré dans le vestiaire, puis je suis arrivé comme ça, puis j'ai dit, je venais de jouer, je pense, aux cartes la veille avec lui, où il était proche pendant que je jouais aux cartes. Puis moi, je me donnais bien avec lui. Puis là, j'allais comme ça, je rentre un matin, j'ai « How you doing, Randy? » Il dit « Fuck off! » OK. Il n'est pas de bonne humeur aujourd'hui.
Fait que si tu me demandes comment était le tempérament dans le vestiaire, ça dépend de la journée. C'est ça. Ou de la soirée la veille. La soirée la veille. Fait que c'était pas un endroit qui était le fun. Ouais, c'était pas une atmosphère qui était... Fait que moi, quand on atterrissait souvent, quand on voyageait à travers du monde, mais je m'associais avec, tu t'assembles avec... S'ils se rassemblent, ça rassemble. Puis moi puis Jimmy Hart, on allait visiter les boot shops, les places où ce qu'ils vendaient, mettons, comme je me souviens, comme c'était hier à Londres, on arrêtait, puis on allait dans l'underground. Moi puis Jimmy, les gars couraient tout après les gyms, puis les stéroïdes, puis tout ce qui va pogner le soir, puis ils cherchaient les bars où ce qui était pour aller aux danseuses, puis tout. Pendant ce temps-là, moi puis Jimmy, on allait dans les shops où ce qui vendait des produits de la WWF, mais qui n'étaient pas légales, tu sais, du bootlegging qu'on appelle, tu sais, c'est de la marchandise qui est illégale. Mais on cherchait ça, moi puis Jimmy, puis j'étais sorti des chandails de moins, puis des laminés de moins qui étaient écœurants, là, tu sais. Ben oui, mais on aimait ça faire ça, tu sais, mais le matin, c'était la routine, évidemment, on prenait l'avion, ben de bonne heure le matin. Ouais. À 5-6 heures, on allait à l'aéroport pour mettre le char, check-out de l'hôtel. Puis là, on checkait in à l'aéroport. Puis là, après ça, on faisait un vol de 3, 4, 5, 6 heures, dépendant quel pays qu'on se ramassait. Puis là, on arrivait tout de suite, on se mettait en ligne pour louer un char. Puis là, on se mettait tout de suite en ligne pour pogner un hôtel. Puis là, on se mettait en ligne pour aller, on trouvait un gym. Puis après, on trouvait un gym, t'es rendu 4 heures quand ta journée était faite. On arrivait, on se trouvait un restaurant. On allait prendre notre douche. Puis ça, on allait à l'aréna. Quand on arrivait à l'aréna vers 6 heures, le show de 8 heures, 7h30 du soir, puis on luttait juste comme un matin vers 9h30 10 heures, mais on sortait de là à minuit. Fait que quand tu sortais de là à minuit, là, on avait 2 sommeils, nous autres. Quand moi, dans ma routine, j'avais 2 sommeils. J'avais le sommeil dans l'avion et là. Quand j'arrivais à l'hôtel, mettons 1h du matin, parce qu'il fallait qu'on se trouve un petit quelque chose à manger pareil après la lutte à minuit. Là, des pizzas, il ne reste pas grand-chose d'ouvert non plus. Là. Puis vous êtes des gros gars. Puis on faisait quand même attention, puis on a besoin d'énergie puis de protéines, en tout cas. Fait qu'on se démerdait avec ça, puis là, on se couchait, mettons, à minuit, 1h du matin, puis à 5h, 4h30, 5h, ça sonnait le téléphone. Fait qu'on avait dormi 3-4 heures. Mais quand on arrivait dans notre vol, tu l'as dit, je m'assoyais dans le vol, puis c'était pas long, je me mettais à baver de la bouche, là, parce que j'avais pas dormi assez. Fait qu'on avait 2 cycles. Puis quand on atterrissait, on va trouver un gym, on va trouver ça. Fait qu'on avait une belle routine qui nous gardait sains. Tu sais, sains d'esprit. Mais ceux qui étaient sur des roller coasters, là, des montagnes russes, là, man, ça doit être l'enfer, puis surtout ceux qui sont pas contents parce qu'ils ont été mal servis, tu sais, ils auraient aimé ça être poussés dans ce combat-là, avec les pilules, puis avec les stéroïdes, puis il m'a dit de quoi, ça n'a pas été... Regarde, tu prends comme un gars comme Chris Benoit, un gars qui a été champion dans WWF, que le vendredi soir, il avait tué sa femme à l'hôtel, puis le samedi matin, il a tué son fils de 6 ans, puis le dimanche, il s'est suicidé. Mais tu sais, quand tu parles des tempéraments comme ça que tu vis avec à tous les jours, ça ne peut être moins. Si les fils se touchent de même, tu sais, à cause des drogues puis tout, tu sais, c'est fou. Fait que ça n'a pas été, jamais été facile. Ça n'a jamais été facile. Le plus facile, le plus glorifiant pour moi que ça a été, c'est quand je suis parti de là. Puis quand je suis parti de là, ben là, ça m'a tout suivi. Tu sais, là, ça m'a tout suivi. Là, c'était comme, hey, t'as fait ça, cette personne. Hey, t'étais là, je te connais, moi, je te suis. Puis là, tu récoltes tout ce que t'avais semé dans un monde d'enfer. Ouais. Colin, hein? Puis, tu sais, c'est ça, il y en a, tu sais, comme, vous blessez aussi, tu sais, comment tu as ce rythme de vie-là, que si tu te blesses. Les blessures, là, c'était correct, ça arrivait, mais tu sais, c'était des pros qui étaient là, hein. Mais moi, j'ai l'impression que vous cherchez tout le temps à tout le temps monter la sauce. Ah, Chris, je vais leur monter. Puis là, tu repousses. Si t'étais pas un bon travaillant, t'étais un art, t'étais un génie dans ton art, tu faisais juste changer les histoires. Mais si t'étais un gars qui était reconnu pour être gros, musclé, ben, prends plus de jus. Tu sais, si t'étais reconnu pour un gars qui était kamikaze, mettons, le suicidaire, là, mais suicide-toi encore plus haut. Tu sais, mais si tu savais lutter, puis tu savais aller chez la foule par la technique, puis la prise, puis le charisme, puis tu restais toujours dans ce niveau-là. J'ai fait 10 ans, moi, dans WWF. Contre les gars qui sont là pendant 10 ans, il n'y en a pas gros, là. Non. Il y en a peut-être sur tes 2 mains, là, tu vas en trouver, là. Puis tu sais, quand on parle de repousser les limites, tu sais, il y en a un, je pense, qui est mort, justement, Owen Hart. Il a tombé du plafond. Mais ça, c'était Vince qui repoussait les limites, c'était pas Owen. C'est ça, ben, c'est ça ma question. C'est Vince qui avait demandé de faire l'oiseau en haut de l'arène, de partir en haut d'un plafond, mais ils n'ont jamais fait de pratique avec. Ils ont mis un harnais, puis ils n'ont jamais pratiqué dans le jour. Fait que, tu sais, quand t'es arrivé le soir, ils l'ont fait, puis son harnais a détaché, parce que quand il est arrivé comme ça, longue histoire courte, je vous le montre, là, il est parti d'en haut, la reine est ici, là, puis il est parti d'en haut ici avec une corde, là, puis il a fait ouh en blue blazer, un oiseau bleu, là, puis il passe en haut de la reine, puis il se ramasse là. Mais il a jamais fait de pratique. Mais ils se sont aperçus que rendu là,
Ça réveille pas de bord, un blazer de même. Ça va de même. Fait que lui, il était là, puis... Tu sais, puis il a pogné son piton d'urgence sur son harnais. Ah non, puis là, il était rendu en haut. Il est tombé sur le poteau du ciment. Il est mort là dans la reine, tu sais, il est mort là. Ça, il y a eu beaucoup d'animosité avec ça, puis de controverses. Comment ça a été perçu à les gars ont été en deuil, tout le monde est en deuil. Tu sais, tout le monde a été comme... Il y a eu beaucoup de chaleur, Vince McMahon, pour ce stunt-là, même. Tu sais, il a été actionné, puis il a donné des millions à toute la famille, les Hearts. Mais tu sais, 1 million quand tu perds ton mari ou 1 million quand tu perds ton père, là, ça vaut rien. Tu comprends? Fait que tu sais, ils ont vu que... Ça a été à partir de là, je pense quand même que le monde a commencé à réaliser que, hey, on est juste des numéros. Ouais. T'es juste un numéro. Puis quand t'es bon, puis quand t'arrives, puis quand t'exploses un personnage, puis the sky is the limit. Mais la minute que tu commences à saturer ou que tu sais, le monde t'en veut, là, ils vont te tasser, puis là, c'est fini, ton numéro est fini. Là. Fait que, tu sais, fait qu'eux autres, c'est sûr que dans leur position, des grands boss, ils veulent avoir le plus de divertissement possible, ils vont aller chercher le plus de jus qu'ils peuvent dans toi avant que tu commences à saturer. Ouais, tu disais comme un citron, là. Ouais. Puis, est-ce que ceux, mettons, qui prenaient des antidouleurs, est-ce qu'il y en a là-dedans qui y en avait vraiment de besoin? Ben, c'est sûr. Ou c'est rendu que c'est juste plus le choix? Ben, je peux pas mettre dans la peau de tout le monde, mais il y en a eu toutes les sortes. Ouais. Parce que je connais des gars, moi-même. Ouais. Tu sais, je me suis déjà... Écoute, j'ai eu des accidents là, où je prenais des pilules vides, des Advil, ou que je prenais même prescrit par le docteur parce que fallait que je lutte pareil le soir. Tu sais, fait que... Mais qui en prenait pour les bonnes causes, puis qui dépassait la limite, puis qui exagérait, ça, je peux pas te le dire. Ouais. Même si je pourrais te le dire, je te le dirais pas, mais je peux pas te le dire. Parce que chaque individu, je les connaissais pas tant que ça. Il y avait chacun leur monde. Il y avait le monde quand il arrivait dans le vestiaire, le personnage qui nous monte, aux boys, il y avait le personnage qui montait dans l'arène, mais il y avait aussi eux, les vrais eux, tu sais, qu'on connaît pas tous dans un monde comme ça. Moi, il y a un film que j'ai écouté, là, de Wrestler, là, puis tabarnak, j'ai aimé ce film-là. Là. Je sais pas si tu l'as vu ou tu... Non. Puis tout le monde me dit, il faut que je l'écoute. Ouais. Ben, en tout cas, je me demandais mais c'est les sous-dessus, j'ai juste entendu que c'est les sous-dessus un peu comme... Ouais. Ben, dans le fond, une grosse vedette des années 80 qui était dans son prime, puis là, tu sais, qui s'en va jusqu'à l'enfer. C'est ça. Ouais, c'est ça. Je sais pas pourquoi je voulais pas. Aujourd'hui, je me pose la question pourquoi je voulais pas l'écouter. J'aimais pas. Probablement, parce que là, ça me revient. Probablement parce que j'aimais pas l'image qu'on donnait à un lutteur. Ouais. Parce que moi, j'en suis pas un. Puis mon frère Raymond non plus, puis Ricky Martel non plus. Puis tu sais, il y avait bien des gars, c'était Tito Santana, puis il y avait bien des gars que c'était des tops en tabarnouche. Fait que le monde qui voyait ça, il se disait, mais tous les lutteurs sont comme ça. Ouais, c'est ça. Fait que moi, j'étais là, non, moi, je regarde. Fait que quand le monde me demande, t'as-tu vu ça? Non, je l'ai pas vu. Parce que ça me concerne pas. C'est pas quelque chose, je veux pas que vous m'identifiez avec ça. C'est pas ça. Tu sais, fait que je sais pas si tu comprends un peu qu'est-ce que je veux dire. J'étais un peu gêné un peu de cette émission-là, parce que c'est pas tout le monde qui est comme ça. Tu vas avoir des joueurs de hockey qui sont comme ça aussi, là. Tu vas avoir, mais on le voit pas, ça. On voit pas l'histoire d'un joueur de hockey qui est assez le top puis qui a dégringolé. Après, pourquoi? Parce qu'ils veulent protéger l'image du hockey. Mais moi, je veux protéger l'image de la lutte. Tu sais, j'ai un respect pour ce que j'ai fait, là. Comme je te parlais de qualificatif pour être un lutteur, là. T'as bien beau être un beau gros nono, là, que c'est pas rien fait d'un lutteur, mais il m'a dit, là, quoi? Si t'as pas du charisme, t'es pas là. Si t'as pas ça un côté athlétique, là, absolument développé au maximum, transfert de poids, protection de l'adversaire. Tu sais, il y a tellement des qualificatifs ça prend pour être lutteur. Sur le micro, faut que tu sois un bon parleur. Tu sais, essaye de divertir 50 millions de personnes à tous les semaines dans travers de la planète si t'es pas bon. Tu sais, ça marchera pas, là, tu dureras pas longtemps, là. Fait que tu sais, moi, là, être un lutteur professionnel, là, de haut calibre, là, c'est pour ça que d'ailleurs, quand je faisais mes combats royaux dans mes spectacles familiales pendant 20 ans, que j'ai fait mes spectacles au Québec, sans violence, sans sexe, sans drogue, puis tout ça, j'avais beaucoup des joueurs de football. Steve Charbonneau, je l'ai embarqué dans une Battle Royale. Dave Morissette, je l'ai embarqué dans une Battle Royale. Ah ouais? Marc Boilard, je l'ai embarqué dans une... Tous les sportifs, toutes les disciplines aiment la lutte. Ah ouais. Tout le monde est captivé par la lutte. C'est wow! Jusqu'à quel point c'est arrangé, jusqu'à quel point que... Il y a comme un inconnu là-dedans dans la lutte. Tu peux pas Fait que... Puis tout le monde s'intéresse à la lutte. Hey, tu savais qui j'ai eu dans les combats royaux, des artistes, j'en ai nommé une couple, mais c'est fou. Le monde dit, il est embarqué dans la lutte. Et oui, j'ai préparé une petite
passe, un petit combat, puis tout le monde se pitche en dehors, puis lui il se cache dans le coin, puis là, finalement, il apparaît à la fin. Mais j'avais des roses que ça leur allait bien. C'était pas des lutteurs, mais ils ont réussi à se faufiler pendant le combat pour se ramasser jusqu'à la fin, puis je les faisais gagner, mes artistes. Fait qu'ils gagnaient. Moi, je sais qui avait emmené. Je pense que c'est Bruno Appel, non? Qui que j'avais emmené? En tout cas, il avait emmené son petit gars sur le bord de la reine, puis il avait gagné à Battle Royale. Puis, il était tellement Jacques, je vois que... Parce que tu m'avais dit 1 heure, puis je vois que c'est juste fait 1h30. Pour vrai? Ouais, fait que je sais pas si ça te dérange de continuer. Ben, je vais te dire, rappe-moi ça avec des bonnes questions importantes, parce que ma femme, elle attend dans le char. Ah, pour vrai? Oui. Elle aurait pu rentrer. Non, mais tu sais, avec le COVID, puis tout. Je comprends. Puis toi qui n'es pas vacciné. Ça, tu vas-tu le couper, ce bout-là, ou ils savent-tu? Non, moi, je m'en fous. Non, on n'embarque pas dedans, ben, je vais être ici pour 1 heure encore. Moi, je suis bien pour le laisser aller. J'ai une question, mais je sais pas si ça va te déranger d'y répondre. Il n'y a aucune question qui me dérange. OK. Mais c'est parce que tout à l'heure, tu as nommé Kevin Owens, tu sais, puis je sais qu'il était à ton école, justement. 50 ans. Ouais, c'est ça, puis je me demandais, puis je sais pas, j'avais vu à travers les questions que le monde me posait, s'il y avait un fret entre toi et lui. Je sais, il n'y a jamais eu un fret dans le sens que ça a tout été professionnel de manière qu'on s'est quitté, que moi, je l'ai laissé aller, parce que moi, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que dans mon spectacle familial, Jacques Rougeau, ça se passait devant 2, 3, 4, 5, 6 000 personnes, mes spectacles. Puis les gars qui allaient lutter dans un sous-sol d'église devant 25 personnes, 50 personnes, ou 100 personnes, ou 200 personnes, pour moi, je me disais, j'ai juste 6 ou 7 combats dans une prestation devant 5 000 personnes. Puis si tu décides d'aller lutter pour 25$ le vendredi soir à une autre place, puis tu te refoules la cheville, bien là, tu viens de m'empêcher d'avoir mon show comme il était monté, plus le gars qui travaillait contre toi, il travaille plus. Tu comprends-tu? Puis c'était exclusif pour moi. Mm-hmm. Puis Kevin Owens ne voulait pas que ce soit comme ça. Fait qu'on s'est laissé. Il est parti. Puis à un moment donné, fait que moi, avec la grosse chicane, j'ai eu que la WWF. Après, quand je suis parti avec Vince McMahon, j'ai dit ma façon de penser pendant plusieurs années. Mais lui, Kevin, il est allé, puis le monde commençait à m'envoyer des affaires parce qu'il était 5 ans à mon école. C'est vraiment moi qui ai montré à lutter, à parler, puis à tout faire dans la lutte. Mais après ça, le monde commençait à m'envoyer des clips comme quoi qui disait... Ben voyons donc, au marché aux puces, Jacques Rougeau, son école. C'est pas lui qui m'a montré à lutter. De toute façon, quand il allait, des fois, il était là, puis il était pas là. Tu sais, tu veux dire quoi? J'étais gelé ou quoi? Ou t'étais meilleur que moi ou quoi? Je sais pas. Mais il commençait à dénigrer mon école au marché aux puces. Il dénigrait le marché aux puces. Mais c'est là qu'il a été montré. Fait que c'est sûr qu'il y a une rancune qui s'est ramassée en dedans de moi. Puis je me suis dit, hey, t'as le droit de partir, t'as le droit de faire ce que tu veux. Puis pendant plusieurs années, quand il a commencé à partir sa route, on me dit qu'il disait toujours « Hey, moi, j'ai été montré par Jacques Rougeau. » Puis après ça, quand il est arrivé dans WWF, il a commencé à dénigrer mon école de lutte puis à des choses. Moi, je l'ai jamais dénigré. Jamais. Je passe pas mon temps à parler négatif. C'est juste que... Mais c'est lui, la vie va le rattraper dans des choses comme ça. Parce que moi, j'ai fait des erreurs quand j'étais jeune, comme lutteur. Mm-hmm. Puis j'ai mangé une coupe de claques à la gueule, puis j'ai mangé une coupe de leçons de vie. Ça va y arriver à lui aussi. C'est que, tu sais, ça donne rien de parler en mal de personne. Tu sais, c'est juste quand quelqu'un parle en mal de quelqu'un, c'est un signe de faiblesse. C'est lui qui va mal paraître. Il y a même une chanson qui était au pop là, un an que j'écoutais, puis qu'elle disait ça dans sa chanson. Arrête de descendre quelqu'un si tu te descends toi-même. Mm-hmm. Parce que quand tu descends un autre, c'est que toi, en quelque part, t'as une insécurité ou un manque, ou garde-les pour toi, les mauvaises nouvelles puis les choses. Mon père disait toujours quand j'étais jeune, si t'as rien de bon à dire, dis rien. Ouais. Puis j'ai essayé de m'accrocher là-dessus toute ma vie. Puis Kevin Owens, tu vois, là, il a été libéré de la WWF, ils ont cancellé son contrat, là. Puis il était supposé l'avoir pour encore 2 ans, j'ai su ça ce matin, puis là, ils l'ont cancellé, son combat. Mais moi, je n'aurais pas dit, je compte. Non. Moi, je vais juste me dire, tu vois, Kevin, des fois, il arrive des affaires dans la vie, tu sais, on se fait dire des choses, puis des fois, ça change. Tu sais, fait que longue histoire courte. Kevin Owens, ça a été un gars qui était très bon à mon école de lutte. Il était en avant des autres. Il avait hâte qu'on passe à d'autres choses. Il était vraiment doué. Il apprenait vite. Fait que si tu me demandes que je pense de Kevin Owens, honnêtement, c'est un super de bel athlète. Malheureusement, qu'il a choisi la porte d'être gros puis d'être penché, puis c'était son image, tu sais, d'être gras puis tout ça, mais il a pogné au bout pour qu'est-ce qu'il a pogné. Puis,
c'est pas en descendant les autres dans la vie que tu vas te remonter. Puis c'est juste ça que je veux que Kevin comprenne un jour, si jamais il entend mon entrevue, c'est que j'y en veux pas. Je n'ai eu des leçons de vie, moi, avec, puis ça, je tourne la page là-dessus. Kevin Owen a fait son chemin, puis bravo, puis c'était un de mes meilleurs lutteurs, puis bravo. C'est rien que ça que j'ai à dire. Puis quand ils m'ont appelé, quand il a gagné le championnat, ils m'ont appelé à mon école de lutte. Même à travers de l'animosité, j'ai fait une entrevue à TVA, salut, bonjour. J'ai dit, ah non, Kevin Owen, c'est une fierté pour mon école aujourd'hui, l'école de lutte Jacques Rougeau, parce que c'est moi qui l'ai produit, ce gars-là. C'est bien rendu là. J'ai toujours gardé ça positif. Et j'aime pas parler du négatif. Parce qu'un jour, on sait jamais, on va être assis, il va peut-être venir travailler dans mon Lutte Académie un jour, on sait jamais dans les années à venir, parce que mon projet Lutte Académie, ça va être pour plusieurs années à venir. Parce que ceux qui passeront pas cette année, mais ils vont pouvoir se réessayer, ils vont avoir eu l'expérience, puis l'année prochaine, ils vont pouvoir rembarquer, puis ce qu'ils ont manqué, mais ils s'ajusteront. Tu sais, fait que moi, Kevin Owen, j'ai aucun froid avec lui. Je suis indifférent aujourd'hui envers lui. Même qu'aujourd'hui, des fois, quand je pense à Kevin, je pense à son 450 qu'il faisait à l'école, qui était extraordinaire. Tu sais, les belles choses qu'il a amenées, la motivation puis l'inspiration pour les autres qu'il fallait qu'ils se dépassent pour essayer d'être au même niveau que Kevin, tu sais. Fait qu'il a amené beaucoup de bien, Kevin, dans le business puis tout ça. OK. Puis, tu sais, t'as parlé justement de personnages. Tu sais, toi, quand t'as quitté avec ton frère pour partir de Mountie, comment qu'on crée son propre personnage, puis est-ce qu'il est accepté par les autres? Vince a été le gars qui a créé mon personnage de Mountie. Je m'attendais même pas. Quand j'ai fini avec Raymond, c'est lui qui m'a rappelé Vince. Il dit, j'ai une idée pour un personnage. Il m'a sacré un cheval avec un habit de Mountie, puis il a commencé des vignettes, puis c'était tellement bon. Fait que, la police montée. Fait que souvent, fait que souvent, les personnages sont créés par les boss, mais souvent, les boss vont créer un personnage avec ton personnage, ton attitude, ton caractère dans la vie. Il va essayer d'aller chercher le plus proche de toi. Ton identité. Ton identité. Ouais. C'est comme souvent dans la lutte, moi, quand je produisais, puis à mon école de lutte, puis je faisais des personnages, je demandais souvent aux gars, j'ai dit, crème-toi, là, à toute fois que je te rencontre, tu ris comme un maudit fou, puis tu me fais des jokes au bout. Ça te tente-tu d'être un clown? Tu vas être un clown dans mon show, parce que je sais que dans la vraie vie, t'es un clown. Ouais. Fait que ça va être bien plus facile pour toi de t'ajuster dans un personnage qui est vraiment déjà dans toi, que si tu essaies de prendre un clown, puis tu dis, ben là, tu vas faire un pêcheur. Tu sais, ou tu vas faire je sais pas, un malade qui sort avec une hache. Je viens de te dire, tu peux pas, le meilleur personnage que tu peux pas exister dans un personnage, c'est qu'est-ce qui ressemble plus à toi dans ton coin intérieur. C'est pour ça que les Fabulous Usual Brothers, j'étais baveux, puis j'étais baveux dans la vie aussi un peu. Fait que, tu sais, je faisais des fêtes, tu sais, j'étais jamais taquineux, j'étais vraiment, de Mountie, c'était pareil, j'étais arrogant, fait qu'ils sont allés chercher des personnages qui matchaient avec moi. Puis c'est pas des compliments que me fait, là. Mais on se dit les vraies choses. Ouais. C'est que c'était comme ça. Ouais. Tu crées des personnages avec les vrais, ceux qui réussissent le vrai, comme Macho Man. Oh yeah! Pis, mais il était de même un peu dans la vraie vie. Puis Miss Elizabeth était de même dans la vraie vie. Puis tu sais, fait que... Puis t'as parlé vite fait, tu t'es pogné avec Vince... McMahon? J'ai tout le temps de la misère à dire son nom. Vince McMahon. Ouais. Ça, tu t'es pogné avec. C'est une différence qu'on a eue, simplement. Ça a tout cassé, moi puis lui, quand moi puis Carl, on était les Québécois. Puis on était on avait été champions déjà 2-3 fois, mais ça allait bien, nos affaires. On attirait beaucoup, moi puis Carl. On avait des moves complètement différents de tout le monde. Ouais. Puis, tu disais que Carl, c'était un sauté. Oui. Puis il me servait de lui au maximum, tu sais. Puis lui aimait ça, puis on gagnait tout là-dedans. Puis à un moment donné, on a commencé à se faire battre. Puis on se faisait battre partout, même à Montréal. Mais on se faisait battre par les équipes moins bonnes, tu sais, qui étaient pas classées. On commençait vraiment à devenir Jerry Jobber encore. Ouais, j'étais à Atlanta. Fait que là, pour aider les autres à monter. Pour les valoriser les autres. Ouais. Mais là, j'ai pas de problème avec ça parce qu'on a eu notre chance, moi, puis Carl, on l'a eu. Mais où est-ce que j'ai eu un problème? C'est que Vince McMahon puis Pat Patterson nous avaient dit, on va faire ça pendant des mois, là. Mais faites-vous-en pas parce qu'à WrestleMania 10, le plus gros show qui a jamais existé dans la lutte, là, on était rendu à WrestleMania 10 dans ce temps-là, il dit, vous vous battez contre les Moms, Men on a Machine, 2 gars de 640 livres, 600 livres chaque. C'est des gros monstres, là. Puis il dit, vous allez les battre pour le championnat, puis il dit ça, là, vous allez regagner votre notoriété partout, parce que WrestleMania 10, c'est le plus gros. On sort de là avec les ceintures de champion du monde. Fait que vous allez tout reprendre. Tout le monde va oublier. Puis tout le monde va oublier les volets que vous avez mangés, puis tout le monde que vous avez valorisé, parce que vous êtes rendus les champions du monde, vous allez reprendre votre prestige, votre valeur marchande, que j'appelle. Tu vas la reprendre. Puis 1 heure avant le show,
après qu'on ait tout fait la job qu'ils voulaient partout, valoriser tout le monde, ils ont changé d'idée, qu'on les battait plus pour le compte de toi. Puis moi, j'étais rendu à un point dans ma vie où ce que je me suis dit, c'est fini. Parce que quand on me dit, donne-moi ça, puis je te donne ça, moi, quand je vais te le donner, ce que j'ai à te donner, je vais te le donner au maximum de moi, au maximum. Je respecte ma parole. Puis c'est ça. Fait que ce conflit-là était bien loin, mais j'ai su à long terme que j'étais pas le premier. Ah ouais. C'est que the sky is the limit, on se le fait dire quand on arrive. Puis après ça, on produit, ça marche pas, mais si ça marche, ça va bien. À un moment donné, même ceux que ça marche, ça va bien, des fois, ils vont être mis dans des positions où ça n'était pas supposé être comme ça. Il y en a qui vont rester. Il y en a qui vont absorber le coup. Ils vont dire, j'apprécie tout ce que tu as fait pour moi, même si tu m'as menti là, c'est pas grave. Tu m'en as tellement fait que je vais rester. Puis il y en a d'autres comme moi qui vivent sur l'adrénaline, puis qui vivent sur la passion de la lutte, puis de monter mon image, puis continuer à grimper, que tu vas me dire quelque chose comme ça. Puis quand tu me dis quelque chose, puis tu me donnes d'autres choses, tu viens de passer une place dans Jacques Rougeau où ça passe plus. Ouais. Puis c'est pour ça qu'ils ont pas encore mis comme Hall of Fame. Ouais. Ben, je pense que oui. Ouais. Parce que tout le monde avec qui on a travaillé sont dans le Hall of Fame. Puis écoute, avec tous les personnages que j'ai faits, puis toutes les entrevues que je fais partout, tu sais, j'aimerais ça être prétentieux, là, puis dire, hey, je mérite d'être là. Mais la vérité, c'est que partout ce que je fais des entrevues, tu vas peut-être le voir dans tes commentaires, c'est qu'il y en a beaucoup qui disent, hey, pourquoi ils sont pas au Hall of Fame? Ben, c'est ça. Pourquoi ils sont pas là? À cause de ça. Parce que Vince est le boss, puis tu sais, dans un paquet de cartes, t'as un roi puis t'as un valet. Puis tu sais, moi je suis le valet. Puis lui c'est le roi. Fait que tu sais, puis lui que j'ai défié son notoriété, je vais payer le prix probablement pour le restant de mes jours. Mais c'est comme ça. Mais tu sais, il y a des choses qui sont il y a rien qui arrive pour rien. Tu vois en ce moment la WWF, les ratings sont à peu près, ils ont de la misère beaucoup avec une autre fédération qui s'en vient, AEW, là, qui est après percé fort. Le gars de Dusty Rhodes, que je travaillais à Atlanta en 1980, quand j'étais allé à Atlanta au Omni, là, TBS, son fils Dustin Rhodes, c'est lui qui est le booker. Et puis à un moment donné, si cette fédération vient assez grosse ou plus grosse que la WWE, ils vont peut-être partir en Hall of Fame. Ouais. Puis là, j'ai pas d'animosité avec eux autres. Fait que c'est sûr que moi, mes personnages vont sortir, là. Tu sais, comme ils vont... Mais j'attends plus après ça. Mais on pourrait-tu te revoir là-dedans? Hein? Tu penses-tu? Non, mais peut-être dans le Hall of Fame un jour, j'espère de m'y rendre. Mais sinon, à part de ça, non. Là, j'étais avec Lutte Academy, un gros projet québécois qui est vraiment une passion pour moi. Je suis rendu là. Puis j'ai une dernière question. Oui. Parce que je me demandais comment tu avais pris le personnage de Mario Tessier quand il te parodie. Ben écoute, c'est formidable. En plus, ou tu te dis c'est un privilège? Au début, non. J'ai appris dans la vie que si tu ne vaux pas une risée, tu ne vaux pas grand-chose. Ouais. Mais je la comprenais pas au début. Mais tu sais, au début, quand je me souviens comme si d'ailleurs, je suis rentré à Lachenay, à 40, la 40, là, il y a un gros centre, un McDonald's. Puis je me souviens pas où j'avais arrêté de manger là. Puis j'avais rentré, puis j'avais entendu, je sais que tu veux pas que je cogne sur la table, mais pendant que j'étais là, il y a un gars qui a cogné sur sa table bien fort. Bang! Puis là, je me suis reviré. Tout le monde s'est levé dans le restaurant, puis là, le gars dit « Pardon! » Il dit « Tiens, voilà les billets! » Puis là, moi, je savais même pas de quoi il parlait, là. Fait que là, j'étais là, puis il me regardait, puis il y en a une couple qui riait, puis ça restait de même. Puis là, après ça, le gars est venu me parler, il dit... Puis là, il me dit à moi, il dit « Jacques, il a bien vu comment j'ai répondu. Tu sais, comment j'ai... » T'étais confus, que j'étais confus. Fait que là, il est venu moi, il dit « Jacques, il dit... T'écoutes-tu la radio des fois? » Puis là, j'ai dit, ben oui. Il dit, t'écoutes-tu les grandes gueules? Non. Il dit, tu devrais. Fait que j'ai dit, OK. Puis là, j'ai commencé à les écouter. Puis j'étais gêné au début. Tu sais, hey, pas d'électricité dans la maison. Ben, tu sais, je te donne des billets. Non, on veut pas de tes billets. Ben, tu sais, écoute, il me descendait au plus haut point, là. Tu sais, comme j'étais un gars qui avait dans la rue quasiment. Puis, tu sais, mais c'était vrai que c'était arrivé dans ma vie que j'ai passé des temps qui étaient difficiles de même. Fait qu'ils ont été chercher des choses qui étaient vraies, puis qui ont été mettre ça dans le public, qui ont exagéré, mais ça, au début, j'apprenais mal. Puis là, avec le temps, j'ai commencé à voir comment populaire je m'en venais avec les jeunes. Tu sais, le monde qui écoutait toutes les grandes gueules, c'est « Hey, c'est pas tout le monde qui m'attaquait. » Il y en a qui disaient « Hey, Jacques Rougeau, t'es là des billets! T'es là des billets! » Puis t'étais content de te voir. Puis là, j'étais content. Mais moi aussi, j'étais content qu'ils me reconnaissent. Ouais. Tu sais, c'est comme, c'est tout. C'est pas sens unique, là. Ouais. Fait que c'est après ça, je suis devenu tellement chum avec Mario Tessier. Il a fait un de mes podcasts l'été passé. J'en ai 20 podcasts de fait. N'oublie pas d'envoyer le monde voir le podcast Rougeau, père et fils. Tu vois, tous les artistes. J'ai fini avec Marc Labrèche cette semaine.
Ah, tabarnak! Ah ouais, Penelope McQuaid, puis P.A. Meta. Non, Marc Labrèche, tout le monde me disait ça. Puis on a eu du fun. Si tu vas le voir, là, va voir ça sur Rougeau Podcast Père et Fils avec Marc Labrèche. Tu vois, c'est tellement drôle à la fin. C'est vraiment le fun. Puis j'ai appris avec 2 ans là, de podcast à comment vraiment être plus cool, plus relax, parce que tu n'apprends pas ça du jour au lendemain. Hein? Ouais. Parce qu'au début, je faisais mes entrevues là, avec les invités, puis je leur comptais plus sur moi que les autres me comptaient sur eux autres. Ouais. Parce que toute ma vie, j'ai été le gars qui se faisait interviewer. Ouais. Fait que là, moi, j'arrivais là, puis là, je mélangeais les deux, il parlait de lui, mais moi, je parlais de moi, puis à un moment donné, il me faisait dire par le monde, genre, tais-toi donc, c'est pas de toi le podcast. Pose des questions, puis écoute. C'est ça, puis il me le faisait encore dire cet été, tu sais, encore, genre, t'écoutes pas assez. Mais c'est parce que moi, quand il me parle de, tu sais, il aimait la lutte ou quelque chose de même, mais là, ça me fait partir dans un sujet que c'est ma passion. Ouais. Mais j'ai appris, puis là, dans le dernier, justement, j'ai vu un commentaire cette semaine, quelqu'un qui m'a marqué. Ah, tu sais, genre qu'au moins, il parle moins, là. Tu sais, c'est il écoutait un peu plus. En général, à part de ça, puis de ça, j'ai vraiment aimé le podcast. T'as la chance d'avoir Marc Labrèche, tu fais que parler de toi. Mais ça a été bon, si on a la chance d'aller voir ça. Ah, ben, c'est cool. Ben, moi, j'ai pas mal posé toutes mes questions. Puis. Merci de m'avoir reçu. Hey, c'était vraiment cool. Pour vrai, t'as-tu eu du fun? Moi, j'ai du fun en mort toutes les fois. Ben, je vis ma passion. Fait que, j'ai du fun au bout. Hey, c'était vraiment le fun. Si, ben là, il y a ton podcast que tu viens de parler. Podcast Rougeau Père et Fils sur YouTube. Puis après ça, tu suivez surtout le développement dans les prochains 8 mois. luttacademy.ca pour ceux qui veulent aller s'inscrire, ceux qui veulent aller voir les personnages, ceux qui veulent embarquer dans cette belle vague-là. Les amateurs de lutte et puis les amateurs du sensationnalisme. Allez voir ça, luttacademy.ca, puis on va faire de quoi de big avec ça, mais pas pour les Rougeaux. On va faire de quoi de big pour la lutte au Québec, puis toutes les petites fédérations qui méritent d'être vues et reconnues par tout le monde. OK. Ben, merci beaucoup, puis ça a été un honneur de te recevoir. C'est bien fait, merci, Jerry. Merci beaucoup. Ben, merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté. On se revoit la semaine prochaine. Ciao. Si Dieu le veut. It's the What's Up Podcast. What's Up Podcast. What's Up Podcast avec Jeremy Alain. Yeah. Poum, 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 poum.